Et un mec comme ça, de cette taille-là, qui faisait sa communion, ça n'existait pas. Ah oui, non mais de Et toute comme façon... j'avais pas l'intention de rentrer dans les ordres, on se connaît suffisamment aussi, Flora. En école primaire, j'ai été élu plusieurs fois mec le plus populaire de mais ça existe l'école. ces élections, n'importe quoi. Oui, bah oui, bien sûr. Et qui fait son business sur sa taille. Ça me gêne. Moi, j'ai envie de dire que je suis autre chose que seulement 2m17. Ni l'un ni l'autre, faire des efforts tout court en fait. Voilà. Je suis un énorme feignant. Donc c'est la période de la NBA qui est la plus individualiste, qui est la plus ambiance gangster, rap US, etc. Comme moi. Ouais, grave. Tout De à fait, Limoges, toi. bien sûr, on le rappelle. Jacques, encore une fois, il fait partie de ma vie. C'est pas pour rien que je lui ai demandé de faire la préface de mon livre, parce que sans Jacques, je ne serais pas consultant. Sans Jacques, j'aurais pas été un joueur de basket qui a autant de chance. T'es pas venu avec d'ailleurs la médaille? Alors, je sais pas où elle est. Donc, tu sais pas où elle est. Encore une fois, ça ne Tout va représente bien. rien. Non, je suis différent. En fait, c'est pas une volonté, c'est pas une posture. Salut à tous et bienvenue dans la sauce, votre rendez-vous. On cuisine des sportifs, parfois à la sauce un petit peu pimentée, mais toujours dans la bonne humeur et surtout avec plein de surprises. Et aujourd'hui, pour l'épisode 4, on reçoit Frédéric Weiss. Salut Fred. Bonjour Flora. Est-ce que jusque-là, ça va Fred? Jusque-là, ça va très bien. C'est le titre de ton livre qui est juste derrière toi. C'est un petit peu ta devise en fait, parce qu'à chaque fois qu'on te demande si tu vas bien, tu réponds jusque-là, ça va. Oui, parce que les gens s'en foutent quand ils te posent la question. Donc, quitte à répondre, autant répondre Ah, tu veux dire que généralement, quand on demande à quelqu'un s'il va bien, en fait, la réponse... Ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, je dis jusque-là, ça va, ce qui, parfois, enchaîne une conversation. Et ça me plaît. Sinon, on discute pas, sinon, tu parles pas, sinon, c'est que de la façade, et j'aime pas ça. On se connaît quand même, Flora. Ouais, tu veux un petit peu de profondeur. Un peu plus de profondeur. C'est ce qu'on va chercher aussi, ça tombe bien dans cette émission. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la sauce dans ta vie une fois? Ou deux, ou Tout trois. le temps. C'est vrai. C'est mon deuxième prénom. Dès que je parle de Joel Embiid, je suis dans la sauce. Dès que je fais les Jeux Olympiques, un mec qui me saute au-dessus, je suis dans la sauce. C'est mon deuxième prénom, je te dis. Il a résumé toute l'émission. Ouais, c'est ça. Bon, alors je sais pas si tu connais un petit peu le principe de l'émission, mais je vais pas être la seule à te cuisiner aujourd'hui. Il y a un homme aussi que tu connais bien qui est caché quelque part. Tu connais son courage légendaire qui est caché dans une petite cabine quelque part ici. Sacha qui va venir te titiller un petit peu aujourd'hui. Salut Sacha. Salut à tous. Il a pris sa plus belle voix. Il a pris sa plus belle voix. En fait, il faut qu'on raconte quand même. Il s'est vexé parce que je lui ai dit qu'il n'avait pas une très jolie voix et là, il a pris sa voix de crooner. Non, tu as dit que tu avais une plus belle voix que lui. Oui, mais là, c'est un fait. Moi, c'est ma voix naturelle. Après, tu fais ce que tu veux. Bon, pour la dernière émission, Fred, à ta place, il y avait un champion d'1m96 qui était assis là. C'est Alain Bernard. Et aujourd'hui, on a repoussé les limites avec toi. Et t'es 2m17. Alors, t'es évidemment, je précise, champion de basket. Je le précise parce que t'aurais pu concurrencer Alain Bernard à un moment, finalement, non? Moi, je commençais par la natation. Mais ça, c'est vrai. Incroyable. En fait, non, c'est pas incroyable. Si, c'est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, j'avais pas tellement le choix et je suis un peu feignant d'origine. Donc, mes parents ont voulu me mettre au basket. On m'a dit non, c'est trop tôt. On n'a pas de niveau là pour les jeunes. Donc, ils m'ont dit, faites autre chose. Et mon papa voulait absolument que je fasse du sport. Donc, il s'est dit, ça lui apprendra en plus à nager. Donc, j'ai réussi à être en équipe de Lorraine de natation. S'il te plaît. Je sais pas si c'est un accomplissement, Fred. Ouais, alors par rapport à toi, si, Sacha, quand même. Mais t'as vraiment performé? J'étais en équipe de Lorraine, mais j'étais un gamin, donc j'étais très grand. C'était 4, Flora. Alors oui, on était 4, et en plus j'étais tellement grand que ça allait plus vite pour moi, tu vois, c'est tout. Oui, forcément, J'avais pas de l'envergure et talent, tout fait que... Ouais. Qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir une photo de Fred Weiss avec son petit slip de bain là? Ouais, ça peut être drôle. Bon, en tout cas, heureusement pour tout le monde et pour toi, déjà, tu t'es tourné vers le basket, Fred, avec beaucoup de réussite. On va jeter un œil à ton palmarès. Évidemment, cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 avec l'équipe de France, médaille de bronze aussi à l'Euro en 2005 après. Voilà ton palmarès, champion de France avec le Limoges CSP et le meilleur défenseur d'Europe aussi. Quand tu vois ce palmarès, est-ce que ça te plaît? Je sais qu'on va toucher une corde sensible, mais est-ce que tu arrives à dire que tu es fier de ce que tu as réalisé? Non. Ah voilà, tu vois. Je m'en fous complètement. C'est une autre vie. En fait, ce que j'explique tout le temps, c'est que, alors maintenant c'est un peu différent, j'ai plus d'enfants, mais au début j'avais que Enzo. Et quand tu fais des accomplissements, c'est justement pour transmettre à tes enfants. Sauf qu'Enzo s'en foutait, comme il est autiste, il n'avait pas ce ressenti-là. Donc quand tu fais pour toi, ça n'a aucun intérêt en fait. Ah ouais, ça n'a jamais été une volonté de ta part de te réaliser personnellement via le basket? J'avais juste un gros ego. Je détestais perdre. Et donc ça, c'est ce qui m'a permis d'essayer d'avancer plus, mais concrètement, c'est pas le moteur de ma vie en fait.
Mais t'as toujours un gros ego, Fred. Ah, mais j'ai toujours un gros ego, mais bien sûr. Mais c'est un vrai Est-ce que c'est problème. pas propre aux sportifs aussi? Ah, c'est propre aux d'avoir, sportifs, mais c'est un gros problème. C'est-à-dire que quand on manque de respect, quand on ne traite pas comme il faut, je peux m'emporter très rapidement. Sacha le sait. J'ai menacé plein de fois déjà. Oui, mais ça fait peur à personne. Mais est-ce qu'on peut regarder juste le palmarès? J'ai une question à te poser là-dessus, parce que je sais que tu es quand même quelqu'un d'objectif. Tu penses que ça te place où parmi les noms du basket français dans l'histoire, ce palmarès-là concrètement? T'es top 5, top 10, où est-ce que tu te situes? Non. Parce que les gens, ils savent pas t'apprécier, ils connaissent pas vraiment ta place. Honnêtement, c'est dur à dire. Mais tu vois, j'en parlais ce matin avec Rémi Reverchon et il me disait, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte de ce que tu as accompli à l'époque où tu l'as accompli. Parce que en 99, quand tu es drafté en 15e position par New York, il y a 2 mecs en Europe qui n'avaient jamais joué en NBA qui sont draftés plus haut que moi. C'est devenu plus lambda aujourd'hui, mais c'est vrai que si on transpose ça... Si on transpose, en fait, il n'y avait pas ces précurseurs, ces pionniers qui étaient arrivés, qui avaient permis au basket européen de s'imposer en NBA. Donc c'est incroyable, mais moi, j'aime pas comparer les époques. Je suis content de ce qui s'est passé. Encore une fois, je suis passé à autre chose. Maintenant, je suis payé pour critiquer les autres, ce que j'adore comme métier. C'est un peu ta vie, en fait. Ma vie, c'est ça. En fait, je critique tout le temps. Donc, à la limite, autant être payé. On va revenir évidemment sur toute ta carrière. Tu évoquais la draft, tu évoquais ton fils aussi, Enzo, dont on parlera aussi tout à l'heure. Mais on va revenir sur ta taille de 1m17. Est-ce que déjà, tu as toujours été grand ou Non, c'est venu d'un seul coup. Bah, évidemment, Laura, non, mais des fois, tu as des poussées de croissance. En fait, j'ai poussé de manière régulière, mais plus que les autres. D'accord. Moi, j'ai toujours cette anecdote. Quand j'étais dans une école privée catholique, et parce que ma maman croit beaucoup en Dieu, et on voulait que je fasse de belles études, parce que le sport, c'était pas l'élément principal dans ma famille. Ça veut dire que tu as été baptisé et tout? J'ai été baptisé, j'ai fait une communion, j'ai fait une confirmation. Et le problème, quand j'ai fait la confirmation, il a fallu que j'ai une aube. Sauf que oui, c'est la tenue officielle folklorique, j'ai envie de dire, pour ce genre d'événement. Ça t'a marqué tes catéchismes. Non, moi, c'est pas mon truc. Je crois pas en Dieu. Malheureusement, je crois pas en Dieu. Ouais, mais j'ai été obligé de demander au curé qu'il me prête son aube, en fait. Ah oui, parce que tu n'en avais pas à ta taille. Il n'y en avait pas à ma taille. Quand tu fais ta communion, tu fais pas. Mais t'avais quel âge du coup à la communion? Je sais pas, je devais avoir 12-13 ans. Et tu faisais quelle taille à cet âge-là? Alors, je sais jamais, mais je sais qu'à 15 ans, je faisais 2m7. Donc, j'imagine qu'à 12-13 ans, je devais être assez grand déjà. Et un mec comme ça, de cette taille-là, qui faisait sa communion, ça n'existait pas. Ah oui, non, mais de toute façon... Et comme j'avais pas l'intention de rentrer dans les ordres, on se connaît suffisamment aussi, Flora, concrètement, donc non, il a fallu que je demande au curé. Mais tu devais détonner, parce que là tu parles évidemment dans le cas du catéchisme, mais même à l'école ou ailleurs, tu devais détonner quand même par rapport aux jeunes de ton âge. Est-ce que tu l'as mal vécu, toi, à ce moment-là, d'avoir cette différence-là? Franchement, jamais. Jamais sujet à complexe? Ça s'est toujours très bien passé. En école primaire, j'ai été élu plusieurs fois mec le plus populaire mais ça existe ces élections, n'importe quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est hyper important. Mais t'as vécu dans quel pays, Fred? Il n'y a personne qui a eu cette vie-là en France. Oui, mais c'est ce que j'essaye de vous dire. En fait, je suis un mec extraordinaire. En fait, jusqu'au primaire. Après, ça s'est gâté. Mais jusqu'au primaire, j'étais extraordinaire. Mais tu penses qu'à notre époque, avec les réseaux, parce que je sais que t'adores tout ce qui est TikTok, Instagram et tout, Fred, c'est vraiment ton quotidien. Tu penses que ça aurait été traité différemment, ta taille, si t'avais été à l'école aujourd'hui? Ouais, je pense. En fait, j'ai un problème. J'ai un problème, et je suis désolé, je vais le citer, avec Vincent Pourchaud, par exemple, qui fait son business, c'est un garçon de 2m22 qui est basketteur, et qui fait son business sur sa taille. Ça me gêne. Moi, j'ai envie de dire que je suis autre chose que seulement 2m17. Tu te définis pas par ta taille. Ma taille fait partie de ma vie, et oui, il faut que j'en parle, et c'est normal, quand on me voit dans la rue, on peut être impressionné en disant « Waouh, j'ai jamais vu ça ». Mais c'est pas mon fond de commerce, quoi. Ouais, tu veux pas te baser là-dessus. C'est pas uniquement ça, en tout cas. Tu parlais tout à l'heure de tes parents qui, au départ, ne voulaient pas te mettre au basket. T'es dans une famille de basketteurs, quand même. Dire le basket, c'était pas venu comme ça. Ah non, pas du tout. C'est mon papa, le précurseur, qui a commencé, qui joue au même poste que moi, à 1m94. Oh. C'est incroyable, quand même. Comme quoi, il y a des vraies différences de taille avec le temps. Mais ma soeur a été internationale. Et moi, je me suis rapproché du basket, surtout parce que mon père et ma soeur avaient une relation très particulière. On a 11 ans d'écart avec ma soeur. Donc, je suis allé sur le basket pour ça, en fait. Juste pour être plus proche de mon papa. Ouais, à créer cette relation-là avec lui. Ça marchait ou pas? Est-ce que ça marchait? Oui, ça marchait. Bien sûr. Il est devenu mon coach, il est devenu celui qui m'a amené à tous les matchs. Évidemment, ça marchait. Ça t'intéressait pas le basket? Bah non, ça m'intéressait pas du tout. Foncièrement, pas du tout. Non, mais déjà faire des efforts physiques, ça m'intéressait pas. Ah ouais? T'étais un cérébral, genre? Non, je suis un feignant, moi. En fait, voilà. Je suis un énorme feignant, donc non. Toi, fallait juste être là et on te donne le trophée du mec populaire et ça te va très bien. Sourire, être gentil, parler avec tout le monde, sortir des blagues, ouais, ça me plaît, ouais. Ouais, ça te plaît. Mais
Alors, tu parles là du basket avec une certaine distance aujourd'hui. Ça reste ton métier encore aujourd'hui parce que tu es consultant donc pour la télé, pour la radio aussi notamment. Tu parles basket tout le temps. Ta vie, c'est le basket. Tu as quand même une vraie passion pour ce sport-là. Oui, j'ai une vraie passion, mais la passion, c'est pas la passion pour Fred Weiss, c'est la passion pour le basket. Bien sûr. Non, mais pour le sport. Et c'est pour ça que quand je te disais tout à l'heure, moi, ce que j'ai fait avant, ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est le basket. Oui, je me lève tous les matins. Oui, je regarde tous les résultats NBA. Oui, je regarde tous les résumés. Mais parce que ça fait partie de mon quotidien, de ma vie, c'est j'ai envie de dire mon hygiène de vie, la seule. Oui, non, mais je veux dire, tu le fais par passion, c'est pas un côté obligation parce que c'est ton travail aujourd'hui, parce que non, c'est quelque chose qui t'anime vraiment, c'est quelque chose que, enfin, tu kiffes regarder des matchs de basket, quoi. Oui, mais au début, tu le fais un peu aussi pour le travail, pour te remettre à niveau. Moi, j'avais abandonné un peu la NBA pendant quelques années, jusqu'à la bulle, jusqu'au Covid-19. Parce que je ne me retrouvais plus dans ça exactement. Mais donc pour me remettre à niveau, j'ai dû me forcer à regarder, etc. Sauf que maintenant, c'est plus qu'un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est mon hygiène de vie. Je te dis, à 7h du matin, je suis en train de regarder les résultats déjà. Et tu dors plus la nuit, du coup. Et je dors plus la nuit non plus. Bah, ça sert à quoi? C'est surfait, le fait de dormir. Franchement, le sommeil, c'est bien surfait. En même temps, tu as des enfants, donc j'imagine que oui, que c'est surfait, le sommeil. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis, Fred. Tu es peut-être une des personnes qui travaillent dans le basket en France qui le regardent le plus. En fait, tu es comme ces mecs qui, sur Twitter, commandent tous les matchs de basket, en fait, en temps réel. Ouais, mais très peu. Je suis super impressionné par ces mecs parce que j'ai toujours tendance à dire que je regarde énormément de matchs, mais je crois qu'il y a des mecs, il n'y en a pas énormément, mais il y a des mecs qui en regardent plus que moi. Ouais. Et je trouve ça complètement fou parce que ça me prend déjà un temps incroyable, mais ces mecs font des articles en plus, travaillent dessus, regardent les matchs, je trouve ça très impressionnant, mais j'essaye d'être dans leur roue, vraiment. Ouais, ça demande du temps. Alors on parlait de tes débuts en basket, tu vas finir par y arriver à convaincre tes parents d'aller au basket, tu vas finir à l'INSEP et tu arrives à Limoges ensuite au CSP, tu vas faire tes débuts pro là-bas et puis en 99 arrive ce dont tu parlais tout à l'heure, ce qui est pour beaucoup l'accomplissement dans une carrière de basketteur. Tu es drafté par les Knicks en 15e position. Comment tu le vis à ce moment-là, cette draft, cette annonce-là? Alors c'est bizarre, mais pour moi c'est normal. Enfin, c'est le cheminement normal, on m'a amené jusque-là, je suis passé à Limoges, ça devait être une étape dans ma carrière. Et c'était un objectif pour toi? Bah, ça l'est devenu en fait, parce que quand je suis arrivé à Limoges, concrètement, je jouais 9 minutes par match, on peut pas dire que j'imaginais directement aller en NBA, quoi. Mais au fur et à mesure de mes progrès, du fait que les gens viennent me voir de plus en plus, on n'est pas à la même heure, hein. On est en 99, donc les gens se déplacent pour venir te voir, c'est un peu moins simple sur internet, donc les gens sont là, ils ont des VHS de moi, et il faut se rappeler aussi, c'était en noir et blanc à l'époque, hein. Donc oui, je les côtoie, 98, je les vois, non mais couleur, je plaisante, mais ce que je veux dire c'est que c'est une autre époque concrètement. Regarde, c'est Nikola Jokic avant l'heure, regarde les photos. Ouais, j'aime bien ces photos, j'étais maigre. On te reconnaît bien quand même, t'as la même tête. Oui, en même temps, j'ai pas fait de chirurgie. Non, mais d'accord, mais ça c'était il y a presque. Bon, il y a 26 ans. Ouais, presque, oui. Presque 30 ans, effectivement. Ça passe vite. Ouais, non, mais c'est fou. Ça n'a jamais été. Je veux dire, quand tu étais jeune, est-ce que tu avais déjà un modèle, un mec dont tu étais fan en basket, à qui tu voulais ressembler, je sais pas. Alors, je suis pas très bon dans les modèles. Alors, juste pour la blague, j'avais 2 modèles. J'aimais beaucoup l'abbé Pierre. On sait ce que ça a donné. Et j'aimais bien Bill Cosby. On sait ce que ça a donné. Rien à voir avec le monde du basket. À chaque fois, moi, j'appuie sur le. Mais je veux dire, t'étais pas. Il y a des gamins quand ils sont fans de basket, ils ont des posters dans leur chambre. Je veux ressembler. Et de qui alors? Les 2 joueurs que je préférais, c'était des joueurs des Lakers. C'était Magic Johnson, évidemment, et James Worthy. D'accord. Qui est un peu moins connu par le grand public, mais qui était un joueur incroyable et qui surtout été reconnaissable par ses lunettes. Et en fait, c'est ça qui m'impressionne. Il arrivait à jouer avec ses lunettes incroyables. Et voilà, j'étais fan des Lakers en général. Oui, donc la NBA, c'est quand même ce qui te portait. Et comment ça va se passer du coup quand tu débarques chez les Knicks? T'es jeune à ce moment-là, t'as 22 ans J'ai 22 ans, mais surtout j'ai été coucouné jusque-là. En fait, j'ai été amené par Limoges, par le CSP, à arriver jusque-là. Donc, quoi que je fasse, j'appelais quelqu'un le faisait. Enfin, tu vois, j'étais jamais livré à moi-même. Là, je me retrouve avec la NBA où t'es seul. Et la façon de vivre est seule. Oui, je parlais anglais, mais je parlais anglais. Un petit peu mieux que la moyenne, mais pas, tu vois, c'était pas génial. Donc j'arrive là-bas et c'est compliqué parce que d'un seul coup, je me retrouve avec des mutants qui sautent dans tous les sens et qui veulent me bouffer en fait, parce que eux, c'est leur raison de vivre et grâce à ça, ils peuvent se sortir de la merde. Le décalage est dur. T'as senti une certaine défiance aussi à ton égard de la part des autres joueurs américains et tout parce que t'étais français? Bien sûr. Ben, encore une fois, c'était une ère où il n'y avait pas beaucoup de Français, il n'y avait pas beaucoup d'Européens même en général. Donc quand tu arrives là-bas, un grand blanc qui est tout timide quand il est en interview, etc.,
pour eux, c'est du pain béni, t'as envie de le bouffer. Et ça a été dur. Ouais, difficile de te faire une place. On a l'impression, tu vois, nous on a le contre-exemple aujourd'hui avec Victor Wembanyama qui arrive là-bas et qui cartonne complètement. Il faut aussi peut-être expliquer que ça peut être difficile pour un joueur français de débarquer aux États-Unis. Ah, ça l'est moins maintenant. Ça a beaucoup évolué aussi par rapport à ça. En fait, ils ont confiance en nous maintenant, en tant qu'Européens, parce qu'il y a des Européens qui ont performé. Tony Parker en est un exemple très concret. Et c'est un des pionniers et il a fait avancer la vision des Américains par rapport à ça. Mais maintenant, si j'arrivais dans une franchise, il ferait tout pour que je performe. C'est-à-dire qu'en gros, New York, là, ils ont perdu un tour de draft en 15e position, ce qui est énorme. Alors que maintenant, ils feraient tout, si ça ne marchait pas, pour m'envoyer ailleurs, pour essayer de récupérer de l'argent. Tu vois, il y aurait tout un système qui se mettrait en place pour que je puisse essayer de performer au moins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas performé là-bas avec les Knicks? En fait, c'est même pas que j'ai pas performé, c'est-à-dire que je sortais d'une hernie discale et je fais la Summer League et je leur dis, moi, de toute façon, il faut que je revienne en France pour me remettre un petit peu. Une hernie discale, c'est 7 mois. Hein, et que donc, je gabarit. Tu t'es drafté, tu pars là-bas. En fait, pour résumer, j'ai une hernie discale pendant 7 mois dans la saison. Je suis drafté. Je vais directement en équipe de France, donc j'ai pas beaucoup de préparation, je m'entraîne pas beaucoup, je joue peu parce que comme je viens de sortir de blessure, et j'enchaîne sur la Summer League. Donc en gros, je suis pas en forme. Donc la Summer League, c'est la ligue d'été de New York qui m'a drafté en 15e position. Donc j'y vais pour montrer que je suis pas mort, parce que concrètement c'était important de le montrer. Encore une fois, on n'est pas à la même ère. Et là, je me retrouve à ne pas être en forme, de ne pas avoir joué depuis longtemps, et me dire, il est peut-être préférable que je refasse une année en France pour me remettre physiquement et repartir. Sauf qu'entre-temps, mon agent va en prison. Hein? Tu choisis bien. Oui, mais moi je sais m'entourer. Ça, c'est une vraie qualité que j'ai. Je sais m'entourer. Tu choisis tes modèles, tu choisis tes agents. Oui, moi j'ai le pif. On rappelle que c'est quelqu'un qui a de l'ego. Hein. Vraiment, sur l'entourage, c'est que des mauvais choix pour l'instant. Oui, mais peut-être que. Oui, mais on n'en a pas tous du talent comme toi pour t'entourer, Sacha. C'est vrai. Et donc mon agent va en prison et l'autre agent m'appelle et il me dit My wife passed away. Sauf que moi j'avais jamais entendu ce mot-là. Encore une fois, je parlais un anglais scolaire, passed away. Traduction, ma femme est morte. Exactement. Sauf que moi j'avais un died. Ok, oui, le passed away, t'as pas compris que ça voulait dire. Donc moi je continue à discuter normal du style, écoute, tant pis, il n'y a pas de problème, enfin je dis n'importe quoi, tu vois, comme... même pas un sorry for you non, parce que je savais pas ce que ça voulait dire, passed away, l'empathie de Fred. Je me suis dit, elle vient de partir, ou j'en sais rien. Elle va te faire la passe à l'entraînement. Ouais, non, pas du tout, Fred. Et voilà, c'est ça, ma wife is the passball, tu vois, je pensais, j'en sais rien. Et donc le mec m'a jamais rappelé, et je me retrouve à pas avoir d'agent, être avec le CSP qui vient d'avoir un problème, donc je suis obligé de partir. C'est une situation très compliquée. Mais les Knicks, eux, t'ont jamais rappelé en disant qu'est-ce que tu fais? T'avais pas un contrat? J'avais un contrat garanti. En fait, les gens me disent ouais, ils n'ont pas voulu de toi. Mais c'est des débiles, les gens qui disent ça. S'ils connaissent un tout petit peu la NBA, ils savent que quand t'es 15, t'as un contrat garanti. Je me pointe au siège de New York et je signe en fait. Ouais. Ils n'ont pas le choix de recevoir cette signature. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que qui me contacte et où? Moi, j'avais jamais de contact. En fait, à cette époque-là, les franchises parlaient directement avec les agents. Je n'avais plus d'agents. Mais la franchise, c'est pas dit. Nous, on a un joueur sous contrat. On va peut-être essayer de savoir où il est. New York dit à tout le monde depuis qu'ils ont essayé de me contacter par tous les moyens possibles. Ah ouais. Sauf que je peux pas dire si c'est vrai ou pas. Le seul moyen qu'ils avaient, c'était ton agent. En tous les cas, je n'ai jamais eu de contact. En fait. Vous êtes aussi feignant, les Knicks et toi-même. Vous vouliez pas vous parler, en fait. Non, mais alors. Moi, je savais pas ce que je voulais faire en fait. Oui. Ça t'arrangeait quelque part? Qui te rappelle pas? Alors, je vais te raconter une anecdote et tu vas comprendre que la NBA, à ce moment-là, pour moi, c'était un autre monde. Je suis au lobby de l'hôtel et je vais pour rentrer. Dans l'ascenseur, il y a une jeune femme, blonde, je me souviendrai toute ma vie, assez jolie. Et donc, moi, je vais pour rentrer. Et là, d'un seul coup, quelqu'un arrive, me rattrape par le bras, me dit tu montes pas. La nana monte. Et moi je le regarde, je dis pourquoi je monte pas? Il me dit t'es fou quoi, tu vas monter tout seul avec une femme dans l'ascenseur? Je dis oui, en fait je suis pas sauvage. A priori ça va bien se passer. Elle dit en fait tu connais pas la réalité en fait. T'as pas le droit de monter avec une femme seule. Ok, et là tu risques de te faire agresser ou dire que tu l'as agressé. Enfin, tu peux avoir n'importe quoi, tu peux avoir des problèmes judiciaires. Je dis mais. Et là tu t'es dit où je tombe? J'ai rien fait et je dis mais je tombe où? C'est-à-dire que tu peux pas bouger une oreille, tu peux pas vivre normalement. Ma vie à Limoges, je me manque un peu quand même. Ah ouais? Donc quelque part, ça t'arrange, tu cherches pas non plus que ça. J'avoue que je me suis pas démené pour repartir, j'avoue. Et est-ce que c'est un regret aujourd'hui pour toi, parce que tu n'auras pas d'autres opportunités derrière de retourner en NBA? Est-ce que c'est un regret pour toi aujourd'hui de ne pas avoir joué en NBA un jour dans ta vie? Je te dis ça parce que souvent, quand on demande aux jeunes qui font du basket, c'est l'accomplissement ultime d'être en NBA un jour.
Parce que moi, à mon époque, jouer à NBA, c'était un rêve. Personne n'avait joué. Il y avait Tariq Abdul-Wahad qui jouait à NBA, c'était le seul Français. Donc tu pouvais pas dire que tu rêvais de ça, vu que ça n'existait pas. Oui, mais c'était quand même les joueurs que tu idolâtrais, tu les voyais, ils étaient en NBA, donc Fred, ça aurait pu être ton accomplissement aussi à toi. Mais c'est comme un journaliste qui verrait un prix Goncourt, un prix. Ça te paraît irréalisable. Ça te paraît impossible en fait. Tu te dis, c'est des joueurs magnifiques que j'adore. Mais je suis pas de cette caste en fait. C'est un peu contradictoire, Fred, parce que tu dis que tu as un gros ego, même si pour le coup on comprend que tu n'es pas forcément le premier fan de basket. Tu as des posters de mecs qui sont en NBA, il n'y a pas un moment où tu vas te dire c'est possible, ça peut être moi ou quoi, alors que tu dis que tu es coconné, enfin t'es dans ton cocon et que tu es le projet de Limoges pour aller dans cette NBA. Donc il y a des moments où c'était quand même très réaliste en fait. Non, mais c'était très réaliste, sauf qu'au départ, je n'y rêvais pas moi. Et d'un seul coup, je me dis, il y a des obstacles, ça doit être écrit comme ça, en fait. Ouais, oui, alors peut-être parce que ça t'arrangeait Mais aussi. Oui, mais encore une fois, ça m'arrangeait. Je me disais peut-être que voilà, j'ai encore une fois, je me répète, j'ai un gros ego, c'est vrai. Mais ça me paraissait tellement illusoire, irréalisable, que je me disais que c'était pas possible, en fait. Donc, mon ego était pas aussi gros que ça, quand même. Tu vois, Sacha pourrait croire que lui, il peut jouer en NBA. Oui. Mais à une personne normale, non. Mais attends, justement, Fred, regarde, viens, on zoome là-dessus. On est dans les années 2000 de la NBA. Est-ce que tu penses que mentalement, tu aurais pu te faire un chemin? Parce qu'on est sur c'est la période de la NBA qui est la plus individualiste, qui est la plus ambiance gangster, rap US, etc. Comme moi. Ouais, grave. Tout de à fait, Limoges, toi. bien sûr, on le rappelle. Non, mais tu penses là, avec le recul, que ça aurait été une bonne période pour un mec comme toi qui, justement, a cet ego, mais en même temps, il est un peu feignant, etc. On était vraiment sur les années presque caricaturales de la NBA, c'était la street. Ouais, alors honnêtement oui, parce que mon ego je pense qu'il aurait pu me permettre de réussir en fait par rapport à ça. Il faut se rappeler quand même que quand j'ai commencé le basket, je faisais un tour de piste d'athlétisme, je m'arrêtais, j'étais fatigué. Donc j'ai quand même beaucoup travaillé, donc j'avais cette faculté de travailler. Mais encore une fois, pas par motivation, par ego. Parce que je voulais pas être le plus ridicule, donc je travaillais beaucoup. Donc je me dis que si ça avait été aussi dur que ça, j'aurais dû travailler en plus pour me mettre à niveau. Je ne suis pas en train de dire que j'aurais réussi, c'est impossible à dire, et ce serait débile de le penser même. Mais au moins j'aurais tenté. Et donc pas de regrets? C'est difficile de dire des regrets, parce que il s'est passé d'autres choses et je suis ravi de ce qui s'est passé. Après, si maintenant je t'ai drafté, j'irai en NBA, évidemment. Ouais, tiens, est-ce que, quelque part aussi, parce que tu le disais tout à l'heure, il y a une période où tu as arrêté complètement de suivre la NBA, tu regardais l'Euroleague, etc. Est-ce que tu crois que l'échec, j'appelle ça un échec, mais ça l'est peut-être pas d'ailleurs pour toi, le fait de n'avoir jamais évolué en NBA, est-ce que ça a créé une certaine défiance pour toi envers la Ligue américaine, ce qui a fait que tu as perdu un petit peu d'intérêt pour elle ou pas du tout? Non, c'est l'évolution du jeu. C'est mon poste de jeu qui était en train de disparaître. Parce que Sacha parlait de la NBA des années 90-2000, c'était très porté sur l'intérieur, les gros intérieurs, ça jouait beaucoup sur des ballons poste bas et des mecs comme moi, plutôt des gros qui se tapaient dessus. Ça a beaucoup évolué. Tu regardes la NBA maintenant, des gros, il n'y en a plus beaucoup. Puis surtout en NBA, les grands pivots européens, en vrai de vrai, de toi à moi, Fred, ils étaient surtout là pour être sur les posters. Oui, mais en même temps, moi, les posters, j'aime ça. Mais donc du coup, quand la NBA débarque à Paris, là, comme c'était le cas la semaine dernière avec Victor Wembanyama et les Spurs, t'as kiffé comme un enfant? T'y étais en plus, t'as bossé dessus, je sais. Alors honnêtement, c'est assez étrange, mais tu vois, quand j'ai vu le match Cleveland Hornets, je crois, de l'année dernière, je sais plus qui était contre Chicago, pardon. Ouais. Cleveland-Chicago, ça me hypait pas du tout en fait. Parce que Chicago, tu vois, c'est pas une équipe dont je suis fan. Cleveland, c'était moyen. Tu vois, ça me hypait pas forcément. Mais cette année, avec Victor, les Pacers qui sont sur la course au playoff, des vraies équipes de basket qui s'affrontent, là, ça m'a hypé vraiment énormément. Et le fait qu'il y ait 2 matchs, qu'ils puissent communier avec le public, que Victor puisse être sacralisé enfin dans ce monde où on ne pense qu'au rugby, au handball et au judo apparemment, j'étais ravi. Dis-leur, Fred, dis-leur. Non, mais je me suis embrouillé il n'y a pas longtemps. En plus, dans les grandes gueules, à cause de ça. Donc, à cause de Victor Wembanyama? Il n'est pas à sa place en France, Fred. C'est ce que tu dis dans ce message. C'est qu'avec des talents comme ceux de Victor Wembanyama, qui ont encore des sports qui soient plus exposés, c'est anormal. Non, mais c'est anormal. C'est surtout que le prisme de la France nous occulte la réalité, en fait. C'est-à-dire que quand on parle d'un Dupont, qui est un sportif fantastique, que j'adore, qui est génial, qui fait des performances incroyables, au niveau mondial, c'est rien par rapport à Victor, en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est juste,
objectif, il n'y a aucune subjectivité dans ça. Il y a un sport qui est global, qui est mondial, qui est pratiqué partout, qui a un nombre de licenciés et de pratiquants incalculable. Tu peux pas comparer avec le rugby. En France, oui, dans le monde, non. Ouais, mais on a vu quand même l'engouement populaire qu'a suscité tout ça. Est-ce que c'est juste grâce à Victor Wembanyama? Est-ce que c'est juste lui qui a réussi à créer ça? Parce que tu le disais, les affiches précédentes étaient quand même moins prestigieuses. Les stades étaient pleins quand même. Je veux dire, Bercy était rempli quand même à chaque fois. Il n'y a pas que Victor. Ouais. Évidemment qu'il n'y a pas que Victor, parce que la NBA, ça fait rêver, parce que c'est une des meilleures ligues du monde, parce que c'est marketé de façon magnifique, parce que, mis à part si tu connais rien au basket, bah, tu comprendras que ça joue quand même très très bien au basket, qu'il y a les meilleurs basketteurs du monde. Donc oui, Victor a été encore meilleur parce qu'il a réussi à créer ça, à créer l'amour pour lui. Il faut se rendre compte quand même qu'il a réussi à ramener une équipe des Pacers qui est playoffable et une équipe de San Antonio qui n'est pas playoffable et qui n'est même pas à l'instant T capable de jouer les play-in. Mais Victor, sur son nom, sur son aura, il a réussi à tout remplir. Et ça, c'est fou. Moi, je suis admiratif de ce garçon, vraiment. Ouais. Et parle-nous, parce que là, on parlait de grande taille. Là, il te dépasse, pour le coup, Victor Wembanyama. J'arrive même pas à savoir quelle taille il fait. Il est tellement grand. Non, mais vraiment, quand tu le vois sur un terrain de basket, tu as l'impression qu'il fait 2,30 m. Ouais. Mais qu'il bouge comme un mec d'1,80 m. Il a été impressionnant, notamment sur pas Sacha, hein, un mec d'1,80 m athlétique, je veux dire. Un vrai mec d'1,80 m. Voilà, c'est ça. Merci. Comment pour ça, Sacha. un vrai... Mais, ah ouais. Ah, c'est pas moi qui ai dit un vrai. Hein. Non, mais Flora aussi, on prendra pour son matricule, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, alors, chez Victor Wembanyama, si c'est pas sa taille? C'est son mental. Ouais. Tu imagines, le mec vient à Paris. Tout est fait sur son nom, sur son aura. C'est lui qui permet à la NBA, j'ai envie de dire, de se développer encore plus. C'est la nouvelle tête d'affiche. Il vient communier avec le public parisien. Le mec arrive, il te claque 30 points sur le premier match. Vraiment Vraiment? Comment tu fais ça? Comment c'est possible que tu fasses ça? Ouais, et c'est que le début pour lui aussi. Et c'est que le début, mais mentalement, il est structuré d'une manière qu'on n'a jamais vue en fait. Ouais, c'est ça qui est fou aussi. On n'a pas l'habitude, nous, de voir en France des sportifs avec ce mental-là aussi. Tu vois, il était destiné presque à aller aux États-Unis parce que lui, il est fait pour être. Il est fait pour être une star. Ouais, exactement. Et franchement, je trouve ça incroyable. À son âge, il a 21 ans. Ouais, c'est ça qui est fou. Faut le rappeler aussi à chaque fois. Bon, ta passion du basket dont on parlait aussi tout à l'heure, je le disais, c'est ton métier aussi encore aujourd'hui. Tu es consultant basket. Tu la partages aussi avec un homme, avec une voix du basket qui est avec nous aujourd'hui. C'est qui, à ton avis? T'as tout dit, hein. Une voix. Il est là, regarde. C'est Jacques Monclar qui est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Alors, on arrive parce qu'on a un tout petit problème de son. On t'entend pas très bien, Jacques. On va essayer de régler ça. Alors, parle-nous, Fred, du coup, un petit peu de Jacques Monclar, alors qui est évidemment aujourd'hui un consultant émérite sur beIN Sport, avec qui tu partages de nombreux matchs notamment, mais ça a été aussi ton coach. Oui, ça a été mon coach. Il a dû me supporter quand j'étais un gamin. C'est drôle parce qu'on en parlait il y a pas longtemps. Il me disait, en fait, t'étais trop gentil, Fred, à l'époque. Je t'ai eu trop jeune. À l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais encore une fois, j'étais à Limoges dans un contexte particulier. J'étais à un moment où c'était bizarre pour moi, encore une fois, d'arriver dans un club professionnel. J'avais un grand coach comme Jacques Monclar, quand même, il faut se rappeler quand même qui est Jacques Monclar. Parce que maintenant, les jeunes le connaissent comme un consultant. Oui. Mais c'était un grand coach de basket. C'est pour ça que je précise que ça a été ton coach aussi avant. Et donc, on a eu une relation incroyable avec Jacques, qui m'a fait confiance, qui m'a donné beaucoup de confiance. Donc oui, Jacques, il fait partie de ma vie, oui, bien sûr. Et ça a été naturel du coup pour toi après de le retrouver. Est-ce que c'est difficile quand tu as une relation comme ça? Parce que coach-joueur, c'est quand même une relation particulière. On va peut-être pas s'étaler, mais tu t'es pas entendu avec tous tes coachs non plus durant ta carrière. Oui, mais après, tu vois, mon caractère est devenu plus dur avec le temps aussi. Ah ouais? Ah oui, bien sûr. Mais encore une fois, tu vieillis, tu as moins envie que quelqu'un te marche sur les pieds. Ouais. Moi, quand j'ai connu Jacques, je balbutiais mon basket. J'avais besoin d'un guide. Un peu plus tard, un peu moins. Oui, c'est sûr qu'après, tu as grandi aussi, toi, en tant que joueur, en tant qu'homme aussi derrière. Jacques Monclar, c'est, je le disais, la voix du basket, parce que bon, là, on ne l'a pas très entendu, parce qu'il y a un problème de son, mais on va le retrouver, Jacques, dans quelques instants. Il a cette voix aussi tellement particulière, il l'a toujours eu d'ailleurs. Moi, depuis que je le connais, il a cette voix, oui, bien sûr. Est-ce qu'il t'impressionnait, du coup, toi, quand tu l'as découvert en tant que coach? Je peux t'assurer que la première fois que je l'ai vu et qu'il a crié, j'ai compris. Ah ouais? Ah non, mais en fait tu as besoin de charisme quand tu es coach en général, mais au basket, il faut se rendre compte que tu as des grands tiges comme moi. Hein. Donc tu as besoin d'encore plus de charisme pour les porter, pour les impressionner, pour montrer que c'est toi le patron. Et Jacques avait ça, en fait. Il criait pas énormément, en fait, après nous. Mais quand il criait, je peux te dire que tu t'en souvenais, en fait.
Généralement, ça sert à rien de crier tout le temps. Il Ben, suffit c'est de crier ça. une fois, Exactement. t'as un impact C'est qui est plus l'histoire du important. berger qui crie au loup. Et c'est Exactement. quoi l'insulte préférée de Jacques Monclar? Parce que tous les coachs, ils ont une manière d'insulter les joueurs. Tu sais, moi j'avais un coach, c'était les cornichons. C'est quoi l'insulte de Jacques Monclar en coach? C'était les cornichons. Ouais, t'es espèce de vieux cornichon là, tu t'es mal placé. Non, alors, C'est nul. alors Ouais, je sais. le truc de Jacques, c'est que comme en tant que consultant, il a cette capacité à trouver des punchlines sans arrêt. Donc non, lui, il ne se cantonnait pas à une seule insulte. Hein. Et il pouvait en vas-y, trouver plein. disons. Non, mais il avait un langage très fleuri. Moi, j'ai appris... je vais raconter une anecdote. La première fois que j'ai entendu l'expression « je vais pisser un bol », c'était Jacques Monclar. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je vais pisser un bol. Personne Oui. sait ce que ça veut Ben, dire. voilà, dire c'est quoi c'est une vieille expression que je connaissais pas et en fait qui était très connue à l'époque. C'est quand je vais faire pipi, on disait je vais pisser un bol. Et la première fois que j'ai entendu cette expression dans la bouche de quelqu'un, c'était Jacques Monclar. Ah oui, d'accord. Ça Mais m'a c'est- marqué parce que T'entendez c'était. pas là? Si, alors on entend Jacques de loin. Que dalle. Tu vois, on entend le langage Vous fleuri. m'entendez ou vous m'entendez Oui, pas? moi, Oui. moi je t'entends Jacques. Bon, ils entendent Oui, on va rien, le c'est on nickel. va le récupérer, Jacques Monclar, qui est jusque-là. Est-ce que tu nous entends, Jacques? C'est bon? Moi, je vous entends parfaitement. Ah, bah ça y Bah, nous est, aussi. parfait, ça y est, on t'entend. Merci beaucoup, Jacques. Désolé pour les quelques soucis. Il était en train de nous dire, Fred, que tu avais un langage un peu fleuri quand tu étais coach et que tu lui disais quelques petites insultes. C'était quel genre de joueur à gérer, Fred, quand il était jeune? Alors, le mot que je ne prends pas, c'est insulte. En aucun cas. Si on a un gage fleuri, on a un gage riche. Et C'est ce que j'ai dit Jacques. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Moi j'ai dit. Mais elle a pas l'air d'avoir bien compris. C'est pas bien grave. Non, bien sûr que il faut mettre des mots sur ce qu'on voit. Et parfois, ouais, quand on a de l'imagination, c'est fleuri. Voilà. Alors, quelle était ton impression Voilà, la mais- première fois que tu as vu Fred débarquer, ce grand dadais là, comme ça? Est-ce qu'il était difficile à gérer, Fred? Parce qu'il a son caractère quand même aujourd'hui. Hein. Alors, deux choses. La première, c'est que c'est pas Fred qui a débarqué, c'est moi qui ai débarqué. C'est-à-dire qu'il était à Limoges et je suis arrivé en décembre 97 et Fred était la base de l'équipe, en tout cas une force absolue, parce que 2,18 m, des bonnes mains, une bonne mentalité, manquait un peu de vitesse, manquait un peu de réactivité, de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on a essayé de lui faire travailler. Et c'est vrai que avec Fred, on avait dans le basket français une particularité exceptionnelle. Et j'ai essayé de le développer. On a fait une finale, on a avancé dans le basket. Fred à l'époque n'était pas aussi motivé qu'il peut l'être dans sa vie d'après. Bah ouais. Donc il a fallu le forcer. On avait fait la machine à Weiss avec Frédéric Sarr, notre Frédéric. On avait fait une machine où il pouvait prendre les rebonds, tirer sur les bras. Il fallait le rendre méchant, il fallait le rendre agressif parce que c'était un doué. Et un doué de 2,18 m avec des bonnes mains, ça fait de la facilité. Et il fallait, et je suis content parce que moi on est à Limoges, ça s'est arrêté. Et après il était allé avec Duško Ivanović qui était fait à Limoges. Puis après il a été à Malaga. Et là il a appris la dureté via les coachs serbes. Et c'était la dureté, mais on peut pas avoir ça à 20 ans, à 23 ans, à 22 ans. On l'a un peu plus tard. Et après c'est devenu un pivot référencé en Europe et bien sûr en Espagne. Qui avait une cote d'amour à Bilbao exceptionnelle, qui à Malaga a laissé les souvenirs, enfin bref, du grand Fred, quoi. Je suis très fier de tout ça, de ce qu'il a fait. Parce que c'était pas évident, il était tellement gentil. Et vous savez, alors il y a beaucoup de sports qui se nourrissent du combat, des histoires, des poires dans la gueule. Je cite pas le rugby, mais j'y pense. Chez nous, chez les big men, c'est un peu la guerre du feu. Hein. C'est un peu, je te rentre dans la gueule. Si tu me rentres pas dans la gueule, c'est moi qui ai gagné. Et puis, ce sont des mecs de 10, de 15, de 20. Quand ils vous mettent une poire, je vais pas dire, mais Sébastien Chaval, c'est un minot. Donc, C'est vrai.
ça c'est la réalité. Hein. Il faut savoir ce qu'ils se mettent dans la poire, hein, les gros. Hein. Donc voilà. Fred, qu'est-ce que tu as envie de répondre à Jacques, qui a plein Il a de appris tendresse ça, et de fierté? Il a appris ça. Et alors, la chose, je vais finir avec ça, dont je suis le plus fier, c'est que d'abord, j'étais content quand Fred a trouvé l'envie de devenir consultant. J'avais fait avec lui 1 ou 2 interventions sur France Bleu Limoges ou quelque chose comme ça. Il va venir me dire si c'est faux. Et je le trouvais un peu, et après je l'entendais ici ou là sur le championnat de France, toujours à magnifier le négatif. Et je me suis permis, il y a quelque temps, de lui expliquer que notre boulot, c'est de traduire ce que les gens voient et pas dire ce qu'ils voudraient voir. Et de prendre le bonheur qu'on a à commenter des mecs de haut niveau. Voilà. Et dire ce qu'ils font. Déjà, ça occupe un peu. Après, effectivement, on peut argumenter sur des axes de progression. Mais je suis content parce que je trouve qu'il évolue bien dans ce sens. Voilà. Tu es adulé, Fred. On se voit toutes les semaines, 3 jours de suite. Mais je lui ai jamais dit, on prend pas le temps. Eh ben justement, ta réaction, du coup, maintenant qu'il Moi, te le dit, Fred, honnêtement, il est très touché. Oui, c'est impressionnant parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte de ce que représente Jacques pour moi, en fait. Ouais. Parce que Jacques, ça a été mon coach, oui. C'est lui qui m'a permis de rentrer aussi dans le fait d'être consultant. C'est lui qui me donnait conseils comme il le fait là. Nous, pour les consultants basket, c'est notre idole, en fait. Vraiment. Non, mais je sais, en fait, il le dit, on prend pas le temps, et dire ça en face de quelqu'un, c'est pas toujours facile. Là, j'ai justement cette opportunité. C'est notre idole, parce qu'il a une analyse pertinente à chaque fois, que à chaque fois, il arrive à expliquer exactement ce qu'il en est, et il arrive à tirer cette quintessence du jeu. C'est vrai que nous, pour essayer de se démarquer, parfois, on essaie d'aller dans le négatif, parce que juste être trop plat, parfois, on a l'impression que ça... Sauf que Jacques, en étant positif, il arrive à ne pas être plat. Et moi, je crois que je pourrais l'écouter sans arrêt. D'ailleurs, je me suis vu parfois faire des émissions avec lui et le regarder et l'écouter. J'ai dit, Fred, ferme ta bouche déjà, arrête de baver et arrête d'écouter ce que dit Jacques et essaie de dire quelque chose, quoi. En admiration. En admiration, parce que Jacques, encore une fois, il fait partie de ma vie. C'est pas pour rien que je lui ai demandé de faire la préface de mon livre, parce que sans Jacques, je serais pas consultant. Sans Jacques, j'aurais pas été un joueur de basket qui a autant de chance. Il fait partie de ma vie, clairement. Dans le livre, d'ailleurs, tu dis que tu gardes très peu de liens, parfois avec les gens du monde du basket. Jacques, en revanche, lui, aujourd'hui, fait complètement partie de ta vie. Mais il fait partie de ma vie parce qu'on travaille ensemble, parce que je ne pensais pas un jour pouvoir réussir à faire. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que tout le monde va dire, ouais, c'est facile de passer la pommade, tout ça. Je pense qu'on se connaît suffisamment, Flora. Je ne suis pas trop un passeur de pommade. Non, pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai bien conscience des mots que tu choisis. Et Jacques, pour moi, c'est... Je te dis, je ne serais pas consultant, je n'aurais pas trouvé cette force si Jacques n'était pas là, en fait. Eh ben voilà, il fallait qu'il y ait cette interview interposée pour que vous disiez les choses. Ouais, mais je te dis, j'ai des questions parce que c'est pas trop mon style. Je vois, t'as les yeux qui pétillent un petit peu là. C'est pas trop mon style de dire ce genre de truc, donc voilà. Eh ben merci beaucoup, Jacques, c'était un très bon moment. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et vous savez, nous, sur Bein, à NBA Extra, on est... depuis la première émission a été le 8 janvier 2013, ce qui est pas mal. Elle a eu qu'un tremblement de terre, c'est qu'elle a pris 15 minutes. Et Fred s'est glissé dans notre famille qui, oui, on n'est pas là pour cirer les pompes, mais on est là pour dire ce qu'on voit. Et ce qu'on voit est bon. Parfois, il n'y a pas que du beau, mais on le dira aussi. Mais voilà. Et puis... ça fait du bien dans un monde où c'est tellement facile de regarder un match de foot, de rugby, de handball, de basket, de volley, de ce que vous voulez, et de dire ce qu'il faut faire, plutôt que de dire ce qui a été fait. Notre métier, c'est de dire ce qui a été fait. Et ce qu'il faut faire, je le laisse aux grands intelligents qui montent des sectes. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous. Bon, vous allez vous retrouver la semaine prochaine, du coup, ça va. On va se retrouver vendredi. Ah, bah voilà, ce sera les grandes retrouvailles. Vendredi. C'est cette semaine. Eh ben super, merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous. Merci, mon Fred, et merci à vous. Ciao, merci beaucoup. Ciao. Dès le début, j'arrive presque à te faire pleurer. Voilà. Alors, avant de me faire pleurer...
mais par contre, oui, pour moi, c'est très touchant. Fred, j'ai une question. Oui. Est-ce que, parce que en fait c'est drôle que tu croises Monclar dans tes deux carrières, est-ce que tu penses que maintenant que tu es consultant, c'est là où tu te rends compte du travail, t'es moins feignant que ce que tu étais en tant que basketteur quand tu as connu Monclar? Alors j'étais feignant au début, hein, parce que ça a évolué déjà en tant que basketteur, en tant qu'homme, parce que encore une fois mon ego m'a poussé, mais je me rends compte du travail que c'est d'être consultant en fait. Parce que quand tu vois, tu te dis ces blaireaux là, ils sont payés juste pour parler pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et c'est pas très compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a la concentration, il y a un vrai travail. J'ai la chance d'être sur RMC aussi, de faire les grandes gueules. 3 heures de débat, c'est épuisant à la fin. Et pas que sur du basket d'ailleurs. Et pas que sur du basket. Et j'ai dû m'ouvrir aussi à ça parce que j'étais quand même très basket et aussi basket quoi. Donc j'ai un petit peu de basket. un peu de basket tu pour respectes terminer. cette position, tu veux la rendre noble parce qu'il y en a il y a des fraudes dans les consultants, tu le sais comme moi. Oui, mais je pense qu'il faut travailler. Je pense que juste se contenter de dire j'ai une carrière, j'ai joué au basket, j'ai joué au rugby, j'ai joué au tennis. C'est pas suffisant. Il faut travailler, il faut regarder les matchs, il faut aimer ça, parce que tu peux pas te forcer à un moment. Ta carrière, justement, Fred, elle arrive peut-être à son apogée en 2000 avec cette médaille d'argent au JO à Sydney avec l'équipe de France. C'est le momentum de ta carrière, cette médaille d'argent? Encore une fois, je me rappelle plus très bien. T'es pas venu avec d'ailleurs la médaille? Alors je sais pas où elle est. Donc, tu sais pas où elle est? Encore une fois, ça ne Tout va représente bien. rien. Je suis pas matérialiste, je suis comme tu le vois, j'ai Non, pas non, de mais, montre, j'ai attends, pas de. Mais non, Fred, c'est c'est une pas chose- matérialiste, c'est avoir du bon sens là, s'il te plaît. C'est une Non, mais chose c'est que quoi tu l'aies pas encadrée quelque part chez toi, mais ne pas savoir où elle est. Ça serait quoi l'utilité que je sache où aller? Bah, juste tu l'as rangée quoi déjà, Oui, mais- d'être quelqu'un d'organisé. Alors déjà, c'est pas moi. Pourquoi tu veux être ce mec si si différent? Il n'y a pas un mec en France qui aurait pas gardé cette médaille ou fait quelque chose. T'as cette volonté d'être différent aussi. Non, je suis différent. En fait, c'est pas une volonté, c'est pas une posture. C'est que c'était le passé, c'était cool. Moi, mes souvenirs sont dans ma tête et je vais pas me lever tous les matins, laver ma médaille en disant waouh. Non, mais Vous vous rendez c'est compte aussi ce que une j'ai fait? forme de fierté de pouvoir se dire tous les jours, elle est là, effectivement, Non, je l'ai gagnée. je suis dans une deuxième vie. Maintenant, j'aimerais bien qu'on me dise Fred, il est bon consultant. Fred, c'est bien. On aime écouter. Donc parce si on que te c'est donne un intéressant. diplôme du meilleur consultant, là tu vas l'encadrer ou pas? Non, alors non. Mais je vais le garder. Je vais le garder au moins jusqu'à la fin de ma carrière, où j'arrêterai aussi et je tenterai autre chose. Ouais. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un Oscar. Ça, oui. Ah oui, d'accord, bah, on va commencer par les Césars peut-être déjà. Non, un Oscar. Il faut voir les choses en grand. C'est ça ton problème. On en parlera Dream évidemment big. de ta On carrière va juste revoir les d'acteur, choix de films, juste Fred, sur Ouais, les choix de- thématiques. ouais, hein, j'avoue. On en parlera, mais juste on va rester sur les Jeux de Sydney parce que évidemment c'est un bon souvenir pour toi et ça aurait pu être un mauvais souvenir finalement parce que c'est vrai que ta carrière va prendre un autre tournant après parce que tout le monde ou presque ne t'a plus parlé que de ce. On parlait du poster tout à l'heure, de ce dunk de Vince Carter Il y a eu un dunk sur ta tête. Je me rappelle plus très bien. En phase de poule, c'était donc pas en finale cette fois-ci. Ce dunk a fait le tour du monde, tout le monde en a parlé, tout le monde t'en parle encore aujourd'hui. Je t'en parle encore aujourd'hui. Est-ce que ça t'agace? Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, on m'en parlait moins que maintenant. Oui. Parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais Parce c'est que, ça qui est fou. En fait, j'ai l'impression que c'est ressorti d'un seul coup, que les gens se sont dit ah, au fait, il y avait ce dunk. Ah ouais? Et c'est incroyable. À cette époque-là, on t'en a moins parlé, tu veux dire? On m'en parlait peu en fait, et en plus je jouais à l'étranger, donc je m'en foutais complètement. Mais tu vois, juste un exemple, l'autre jour j'ai une joute verbale par X interposée, par anciennement Twitter. Et un mec, au bout d'un moment, à court d'arguments, évidemment, comme beaucoup et souvent sur Twitter, me dit bah oui, mais t'as pris un gros dunk par Vince Carter. Ah oui, donc tu. J'ai dit c'est ça ta réplique et c'est ça ta répartie. Quel rapport? C'est un peu limite. Et donc là, je bloque. En fait, en général, moi, discuter, tu peux discuter pendant des heures. On peut être d'accord avec moi. Mes avis sont les miens, mais ils sont pas forcément les meilleurs. Mais c'est les miens. Je les assume. Ouais, c'est quelque chose, mine de rien, qui revient en ça fait. Revient tout le temps, en fait. Voilà, il y a des gens qui me souhaitent le bon anniversaire aussi. Ah ouais? Du dunk. Les gens bon anniversaire du dunk, d'accord. Ça, je comprends pas. Ouais. Mais tu trouves pas que la France aussi ne t'a pas aidé là-dedans? Parce que en vrai, tu vois, il y a cette image qui est devenue virale. Il y a beaucoup de gens en fait qui t'ont connu par ce dunk-là, mais peut-être parce que aussi le sport français n'a jamais fait l'effort de montrer qui tu étais en tant que joueur en dehors de cette image-là. Non, mais concrètement, il y a plein de gens qui pensent que j'ai arrêté ma carrière juste après. À ce moment-là? Et les gens viennent me voir, oui, il a arrêté. C'est un dunk qui lui avait fait arrêter sa carrière, etc. Non, en fait, j'ai joué 10 ans après. J'ai été meilleur défenseur d'Europe et j'ai arrêté. T'as gagné encore une médaille avec les Bleus aussi en derrière. plus, et j'ai surtout fait une dépression à cause de mon fils et j'ai arrêté en 2009 en fait. Ouais. Donc tu as une longue carrière. C'est un peu en fait, ouais, c'est le début du cyberharcèlement aussi que tu as pu subir avec ça. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué en tant qu'homme, en tant que joueur? Ultra dur. Tu te dis, j'ai travaillé toutes ces années-là
pour que finalement les gens me résument à 1 seconde, qui finalement comptait pour 2 points. Alors oui, l'action est fantastique, hein, mais encore une fois, ça compte pour 2 points. Ça ne nous a pas enlevé quoi que ce soit. Au contraire, on a ramené une médaille, ce qui n'était pas arrivé depuis 56 ans. Et les blaireaux de Français, parce que les autres pays à la limite, mais que les blaireaux de Français, ils Oui, disent, même pas être patriote et te soutenir là-dedans. Je comprends pas. Moi, j'aurais au moins mon esprit patriote qui dirait, ok, bon, il a pris un dunk, oui, mais il a ramené une médaille juste après, quoi. Bah non. Est-ce que tu l'as recroisé, Vince Carter, ou pas du tout? Alors, on me l'a proposé plusieurs fois, et je vais te raconter un truc. On m'a proposé de faire un face-à-face. Donc, alors j'en ai fait un par téléphone interposé pour Bein, parce que voilà, on voulait discuter un petit peu, et on m'a dit, on te paye un moyen de transport, un avion, donc logiquement, pour aller à New York ou peu importe, pour faire une rencontre. J'ai dit ok, c'est 100 000 $. Ah ouais, toi t'as posé là-dessus. Et les mecs me disent, mais franchement, les gars, vous m'avez gâché la vie pendant des années, je peux au moins prendre 100 000 $, quoi. Et c'était dans quel but finalement, juste cette rencontre? Juste pour une promotion, pour faire une promotion, faire un petit coup et vendre une émission. Bah, si tu vends une émission, tu me donnes de l'argent. Hein. Ok, mais tu t'es pas dit ça va être le moyen de clôturer un peu aussi cette histoire? Non, parce que ce serait au contraire le moyen de le relancer. Donc quitte à le relancer, autant que tu prennes de l'argent. C'est vrai, t'as raison. C'est dingue de résumer effectivement ta carrière à juste cette photo qui est assez dingue quand on dit, on rappelle que tu fais 2,17 m quand même. Faut arriver ouais, mais par contre c'est un vrai gentleman. Hein. Ouais. Un mec vraiment bien. Vraiment. Parce que je l'ai sur le deuxième match. Il n'y a pas eu de chambrage derrière. Non, pas lui. Alors Kevin Garnett, je n'en parlerai pas parce que c'est un débile profond. Mais et d'ailleurs, parle-nous de Kevin Garnett pour voir. Bah, juste, ce mec fait le malin, il fait le. Qui était coéquipier de Vince Carter. Et donc le mec fait le malin, il veut pousser tout le monde, tout ça. Et à un moment, il est sur moi, il me joue post-up, c'est-à-dire qu'il est dos au panier, il essaie de m'enfoncer. Donc évidemment, il ne m'enfonce pas, parce que c'est un blaireau. Et il prend un shoot et il fait un airball. Je dis, mais c'est ça en fait, Kevin Garnett. Tu tchatches beaucoup, mais tu n'arrives même pas à toucher le cercle. Donc en fait c'est un blaireau quoi. Mais tu te rends compte Fred, Fred c'est quand même le seul mec, sur des phases il va pas avoir l'air d'avoir trop confiance en lui et tout machin. Par contre Garnett qui est genre légende absolue, genre top 3 à son poste dans l'histoire en NBA, ouais c'est un débile profond, il est naze. Tu te rends compte Fred, c'est fou quand même. Mais ça s'appelle l'objectivité ça, Sacha. Mais non mais t'es plein de contradictions. Ah non c'est pas une contradiction de dire la vérité. Parce que tu sais que Garnett c'est un des plus gros joueurs de l'histoire malgré tout. C'est un énorme blaireau qui a rien. Dans tes mots c'est un random. Oui. C'est pas dans mes mots, dans la réalité, j'ai joué contre lui. Parce que tu as joué contre lui. D'ailleurs, tu as joué contre plein d'autres grands joueurs. Tu as joué notamment aussi contre Yao Ming, qui est un Chinois. Première fois de ta vie que tu t'es senti petit à côté de quelqu'un ou pas? Non, j'étais impressionné par ses qualités physiques surtout. Ouais. Le mec parce qu'il est plus grand que toi, hein. Voilà pourquoi je dis ça. Bah, on voit sur cette photo, le mec est vraiment beaucoup plus grand que moi parce qu'il est bien fléchi. Et j'ai réussi à le contrer 2 fois, donc j'étais content. Contrer un mec plus grand que moi, c'est pas tous les jours. Hein. Bah oui, c'est ça. Mais alors, je parle de Yao Ming que tu as croisé. Tu as croisé aussi Pau Gasol, tu as croisé Dirk Nowitzki, Manu Ginobili notamment. Est-ce que tu as des choses à nous raconter sur eux? D'ailleurs, qui t'a envie de retenir? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ou pas? Parce que c'est des très grands joueurs. Il y en a un qui m'a marqué, c'est Charles Barkley. Ah oui? J'ai joué contre Charles Barkley. Et il avait déjà... moins grand. Il est un peu moins grand, mais Charles Barkley, un dieu de notre sport en fait. Alors moi, Charles Barkley, c'est Space Jam, mais tu vois, chacun sa... Oui, oui, il y a aussi ça. Il est dans Space Jam. Il est dans Space Jam, mais il y a Sean Bradley aussi. Hein. Oui, certes. Mais donc Charles Barkley, je joue contre lui, on fait un Nike Hoop Hero à Paris. C'est un match de gala avec des sélectionnés Nike NBA. Ah, Nike, ok. Il faut retravailler l'accent anglais un petit peu, si je peux me permettre. Un Nike Hoop Hero. C'est mieux. donc une sélection française et on joue contre Charles Barkley. À la fin, il prend, je lui dis, est-ce que Charles, s'il te plaît, signe mon maillot. Le mec, il me dit ok. Il a signé mon maillot que j'ai gardé. J'ai le maillot de Charles Barkley. Ah ça, tu l'as gardé? Je sais pas où il est, mais je sais que je l'ai pas perdu. Signé de la main de Charles Barkley. Mais encore, et tu sais pas où il est? Non, je sais pas où il est. Oh non, Fred. Je sais pas où. Oh, moi, j'ai 2 passions dans la vie, les jeux vidéo et les BD. Je sais où sont toutes mes BD, je sais plus où sont mes jeux vidéo. J'ai perdu tous les jeux vidéo aussi. En fait, j'ai aucun attachement matériel. Ouais, t'as rien de... Oui, c'est pas concret pour toi. Avant de passer à la suite, Fred, on va faire une petite respiration en te proposant un fameux « tu préfères », qui est assez simple. Ok, donc c'est pas une respiration finalement. Parce que je vais répondre quand même. Oui, exactement. Parce qu'une respiration, c'est que tu m'amènes un truc à boire. Non, tu fais un petit peu cette émission, donc en même temps, voilà. Je vais te donner 2 propositions à chaque fois. À toi de me dire, évidemment, laquelle tu préfères. C'est pas trop dur. Rapidement, évidemment. Ça dépend. Peut-être que le choix va être peut-être difficile parfois. Okay. On va voir. Allez, on démarre. Limoges ou Paris? Ouais, c'est dur. Tu vois? Alors, j'ai la chance de profiter des deux. Parce que tu vis à Limoges encore. Je vis à Limoges dans une campagne profonde et perdue. Je ne vois personne, je ne sors jamais.
et à Paris, je vois tous mes potes et on va manger et je travaille. Je vais dire Limoges parce qu'il y a mes enfants, mais Paris parce que c'est plus cool. Non, Paris, c'est plus cool que Limoges. Euroleague ou NBA? Oh, c'est dur. Ah, tu vois, mais... Non, alors NBA parce que je travaille dessus, mais Euroleague, fantastique aussi. Ouais. Donc tu vas jamais choisir en fait. Non, si, je vais choisir NBA parce que c'est mon travail et que je regarde plus les résultats de NBA, mais j'ai une vraie passion pour l'Euroleague aussi. LeBron James ou Stephen Curry? Il n'y a même pas de question. LeBron. Mais pourquoi il n'y a pas de question? Il y a débat en fait. Il n'y a pas de question. LeBron, il est incroyable. C'est mon deuxième joueur préféré. Derrière Michael Jordan. Ok, très bien. Mais tu sais qu'il y a débat quand même entre James et Curry. Ok. Donc toi, le fait que Stephen Curry ait un peu révolutionné le monde du basket, ça te gonfle quoi? En mal. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que il l'a révolutionné en mal. Je sais pas, tout à l'heure tu te plaignais quand il y avait trop de pivots, de grands à l'intérieur, machin Non, et tout. j'adorais moi cette période. Tout à l'heure tu nous as dit ouais, c'était un peu stéréotypé comme jeu. Ben non, au contraire. Mais non, tu vois, tu m'écoutes pas du tout. Non, au contraire, c'est maintenant que c'est stéréotypé. Tout le monde prend des shoots dans tous les sens. Boston, c'est une caricature. Ça prend plus de 50 shoots à 3 points. Celle qui vient est très dure. Kevin Garnett ou Joel Embiid? T'as un petit passif avec Joel Embiid. Avec Kevin Garnett. C'est vrai? Ouais. Ah oui, donc après tout ce que tu nous as sorti sur Kevin Garnett, on a envie de t'entendre sur Joel Embiid du coup. Mais Joel Embiid, c'est un basketteur magnifique. Ok, il ça est commence incroyable. bien. Quand j'ai joué, j'ai pas eu le centième de son talent. Ok, mais c'est un débile. C'est un abruti. C'est un mec qui a demandé un passeport, là, qui a plein de gens qui rêvaient d'avoir un passeport français. Moi, ça me choque, je suis désolé. Je suis désolé. Quand un milliardaire décide qu'il a envie d'avoir un passeport et qu'on lui donne pour jouer, pour faire un truc et qu'il ne le fait pas, bah, ça me dégoûte. Parce qu'encore une fois, il y a plein de gens qui adoreraient avoir un passeport français et qui n'ont peut-être pas eu à cause de lui. Et j'ai envie de vomir. Je suis un fils d'immigré, j'ai envie de vomir, je suis désolé. Le dunk de Vince Carter sur toi ou le poster de Yabusele sur LeBron? Je comprends même pas la question. Bah, lequel tu préfères entre les deux? Le plus beau, c'est celui de Vince Carter sur moi. Celui qui m'a le plus plu, c'est celui de Yabusele, parce que je suis pas dans le coup pour une fois. C'est plus facile quand t'es pas dedans, du coup. En plus, Yabusele, il faut que j'en parle. Je suis admiratif aussi de ce garçon, qui a parié sur lui, qui a dit ok, je vais pas gagner beaucoup d'argent, mais je vais montrer en NBA que je suis capable de jouer. Et là, tout le monde s'intéresse à lui. Donc, parier sur lui quand on est sportif, alors qu'on pourrait gagner de l'argent sans se fouler trop, encore une fois, bah c'est fort. Alors, tu préfères être champion NBA ou champion olympique? Champion olympique, je crois. Parce que j'ai l'impression. Alors, évidemment, hein, champion NBA, on ne crache pas dessus. Mais je crois que même en NBA, être champion olympique, c'est quelque chose pour eux. Ouais. Donc je dirais que champion olympique, parce que tu côtoies d'autres sports. Bon, après, tu sais, il y en a aussi qui ont dit que quand ils sont champions NBA, ils sont champions du monde. Donc, tu vois, on peut dans le débat. Mais alors, on peut polémiquer par rapport à ça, mais est-ce que c'est faux? Alors, moi, oui, je te le dis, pour moi, c'est faux. À partir du moment où tu es dans une ligue où il y a que. T'es pas ouverte à d'autres équipes champion étrangères. du monde des clubs, je pense que si. Moi, je pense que si. Oui, mais alors, revoyons les termes, parce que les termes étaient champion du monde. Wow, oui, mais champion du monde, oui. Il manque juste des clubs. Non, ce sera un autre débat. James Harden ou Jason Tatum? Je les déteste. Mais je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Franchement, James Harden. Sérieux, mais... Bah, parce que je trouve que alors, sa saison est magnifique. Est un peu plus détestable que Jason Tatum, quand même, non? Ah non. Ah ouais? Ah non. Je peux pas supporter. En fait, son image lisse, c'est pas le vrai go-to guy de son équipe. Quand c'est chaud, il fait rien. James Harden, je trouve qu'il fait une saison fantastique. Les Clippers, franchement, je donnais pas cher de leur peau. Il fait le taf, il fait beaucoup de passes. Zubac fait une très bonne saison. Pourquoi? Parce qu'il est bien servi par James Harden. James Harden. Ok. Bon, je pense que tu as répondu un petit peu tout à l'heure à cette question, mais Michael Jordan ou Scottie Pippen? C'est dur, hein? Ah, bah t'hésites quand même. Non, alors. j'hésite. Alors Michael Jordan, oui, parce que c'est le plus grand joueur de tous les temps. Mais tu l'as croisé, Scottie Pippen, d'ailleurs? Parce que j'ai joué contre lui à ce Nike Hoop Hero. Incroyable. Ouais, j'ai joué contre lui et là, c'était incroyable. L'éternel backup de Michael Jordan. Mais franchement, il faut s'imaginer que s'il n'avait pas eu Michael Jordan dans sa vie, il aurait été numéro 1. Et c'est ça qui est fou. Du coup, Michael Jordan. Michael Jordan. Et la dernière, Victor Wembanyama ou Tony Parker? Tony, c'est un pionnier. Victor ira plus loin. Mais je donne toujours la prime aux pionniers. Parce que c'est beaucoup plus dur de s'imposer à l'époque. Tony, personne ne l'attendait. Il avait fait des choses incroyables. Il nous a permis
d'avoir le basket qui existe au niveau mondial. Donc je dirais Tony Parker jusqu'à ce que Victor gagne des titres. Et ça va arriver? Bah oui, je pense, oui. Oui, je pense qu'ils sont. La construction des Spurs, c'est intelligent tout le temps. Ça prend le temps. Oui, ça peut nous paraître lent, nous, mais ils savent faire. Il a été drafté dans la bonne équipe, quoi. Ouais. Merci pour ta sincérité, Fred. Tu vois, c'était pas si simple que ça. Non, c'était pas si simple. Bon, le livre qu'on voit juste derrière toi, jusque-là, ça va. Ça s'appelle, tu l'as coécrit avec un homme, Geoffrey Charpie, qui est devenu ton ami depuis, et qui a un petit message pour toi. Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Je suppose qu'en me voyant comme ça, tu as envie de m'insulter parce que pour toi, le running n'est pas un sport, c'est un moyen de locomotion. Mais j'en avais besoin ce soir, donc je suis parti faire un petit footing et puis ça m'a permis de penser à toi, ça m'a permis de penser à notre amitié. Maintenant, on se connaît depuis 7-8 ans et j'ai la chance de te connaître non pas comme un collègue de travail, non pas comme un copain, mais comme un ami, comme un véritable ami qui compte énormément pour moi. Tu es vraiment une personne incroyable, bienveillante, généreuse, intelligente. Tu m'as fait rêver en tant que joueur. Chaque semaine, je t'entends donner ton avis sur différents sports, dont le basket. Donc le consultant est vraiment très intelligent et très talentueux. L'ami est bienveillant, l'ami est de bons conseils. L'ami m'a toujours fait confiance. Donc merci infiniment. J'espère que tu seras heureux, j'espère que tu l'es, entouré de ta petite famille. Mais les gens doivent savoir aussi que tu as une part sombre, une part très sombre, Frédéric. Notamment quand tu m'invites chez toi pour une session d'écriture et que je termine avec le crâne ouvert, avec des litres de sang par terre. Et que toi, la seule chose que tu trouves à faire, c'est être écroulé de rire. Voilà, tout ça sous les yeux de ta compagne Fanny, totalement ébahie par cet événement. Donc voilà, j'espère que tu t'en veux, j'espère que tu sauras reconnaître tes torts et j'espère qu'un jour, tu pourras dire que tu m'as blessé. Tu m'as fait beaucoup de mal, Frédéric. Je t'embrasse, prends soin de toi, gros bisous. Et t'es vraiment un gars attachant et un mec en or. Bisous, mon Fredo. C'est quoi cette histoire? Tu as frappé Geoffrey Charpie. Je tiens à dire que c'est vraiment un ami, je l'adore, c'est un garçon incroyable. On parlait de trop gentil, j'essaie de le pousser à être un peu moins gentil parce que je sais ce que c'est, on profite des gens qui sont gentils. Ouais. Donc j'essaie de le pousser à être un peu moins gentil, sauf qu'il est comme ça, il sera toujours comme donc, ça. Du coup, tu l'as mis ensemble pour... un mec, non. Le mec vient chez moi pour écrire le livre, justement, et on avait une sonnette, sauf qu'une sonnette qui était à 1m80 à peu près. Moi, je la vois jamais, à 1m80. Et en fait, il arrive, il s'est cogné sur la sonnette. Mais ça te fait rire encore. Et le mec vient chez moi, il était content, joyeux, il rentrait, et boum, directement. Donc on était obligé de lui mettre de la glace et tout. Ah bah oui. Donc ça m'a beaucoup fait rire, j'avoue. Ah oui, donc la souffrance des autres. Non, c'était le contexte. Et le mec vient pour la première fois chez moi et il se cogne, et depuis on a enlevé la sonnette. Bah oui, parce que du coup, danger. Bah non, drôle, mais... mais danger quand même. Bon, on va revenir à ton histoire avec l'équipe de France. On parlait de ces JO 2000 à Sydney. Il n'y a pas eu que ça, quand même, avec les Bleus. Dans ton livre, tu en parles assez longuement, d'ailleurs, de cette relation que tu qualifies de compliquée, parfois, avec l'équipe de France. Est-ce que c'était avec l'équipe de France ou est-ce que c'était avec le public français et la France en général? Qu'est-ce qui a fait que c'était compliqué pour toi? C'était compliqué parce qu'en fait, je jouais en Espagne. Et Jacques l'a bien dit, hein, j'étais adoré à Malaga, j'avais un groupe de supporters de 30 personnes qui portaient un maillot à mon effigie. À Bilbao, j'étais co-capitaine, donc adoré aussi parce qu'un Français co-capitaine à Bilbao, il faut le faire parce qu'il ne nous adore pas vraiment dans le Pays Basque. Et quand je revenais en France, j'avais l'impression que les gens me détestaient en fait. Quoi que je fasse, quoi que je dise, ça n'allait pas. Et ça m'a saoulé en fait. Et un jour, on m'a rappelé en 2005 en me disant Fred, est-ce que tu peux revenir? Vincent Mazin qui s'est blessé, il y a un euro. Je dis oui, pas de problème. Et donc, première conférence de presse, je vous explique. Le premier qui critique ma motivation, je lui mets une claque parce que je suis venu exprès devant les journalistes. T'es arrivé déjà un peu. Ah oui, j'ai dit j'en ai marre, j'ai connu ça, c'est pour ça que j'ai arrêté. Vous me refaites ça, je vous mets une claque. Et les mecs tous, ils ont dit il est complètement fou, c'est plus du tout le même Fred. Et ça m'a permis d'être un peu plus tranquille. Mais cette critique incessante, le fait que c'était toujours de ma faute, je me rappelle de certains matchs où j'avais pas joué ou très peu, et la défaite m'était imputée. Et comment tu l'expliques ça justement? Beaucoup d'attentes pour un mec de 2m17 qui devait être là pour faire des choses. J'ai essayé de faire plein de choses pour l'équipe de France. Je me souviens, je me suis cassé cette main. Et j'ai pas fait de match de préparation en quelle année? En 2001, je crois. En 2001, Euro. Et donc je fais pas de préparation du tout, je fais pas de match amicaux, rien du tout. Et je suis sélectionné quand même sur le bagage, sur ce qui s'était passé avant. Et évidemment, je peux pas être très performant, j'ai pas joué de match amicaux, j'ai pas fait de préparation. Et ben je me suis fait incendier quand même. Alors que maintenant on dirait, ouais, il a fait l'effort, c'est génial. Bah, à l'époque, je me faisais tirer dessus, donc ça me gonflait un peu. Il n'y avait pas de circonstances atténuantes pour toi, quoi. Ce retour en bleu en 2005, là, dont tu parles, c'est aussi
c'est pas, je sais pas si tu aimes bien ce terme-là, mais une espèce de passation de pouvoir aussi avec la nouvelle génération à ce moment-là, qui est Boris Diaw, qui est Tony Parker, dont tu as parlé. Est-ce que c'était simple pour toi, on parlait de ton ego, justement de passer ce témoin-là, d'accepter de s'effacer aussi par rapport à d'autres qui arrivaient derrière? Non, au contraire, je m'estimais hyper chanceux. Ouais. Dans cette équipe en 2005, tu as, pour moi, trois des meilleurs joueurs de l'histoire du basket français ensemble. Il y a Antoine Rigaudot, il y a Boris Diaw et Tony Parker quand même. Quelle chance d'être un témoin de ça et de pouvoir assister, d'essayer de les aider et surtout de ramener une médaille. Alors oui, c'est pas la médaille qu'on voulait parce que il y a des Grecs. Et les Grecs, on les déteste. mais sinon, on était. C'était l'ancienne rivalité. Ouais, on a connu une vraie face à rivalité, l'Espagne. Ouais. Mais eux, ils ont privé du titre, en fait. On menait de 7 points à une minute de la fin ou quelque chose comme ça. Donc, oui, mais on a ramené une médaille ensemble et faire partie de cette équipe où il y avait ces joueurs incroyables, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Ouais, la médaille de bronze en 2005. Et battre les Serbes en Serbie. Waouh. Et juste, cette anecdote incroyable. C'est-à-dire qu'on finit le match. On prend notre temps, on se douche, on prend le bus, on va manger, etc. On arrive dans la chambre, Zeljko Obradović est encore en train d'expliquer à la télé, en direct, les pourquoi du comment de leur défaite. C'est-à-dire qu'en gros, il a parlé 2 heures. Quoi. C'était un truc de... Ouais. Vous leur avez fait vraiment mal à ce moment-là. Ouais. Ah, j'ai adoré. On parlait, tu vois, de la Grèce qui était un peu votre bête noire à ce moment-là. Il y a eu l'Espagne après par la suite, mais on a l'impression qu'à travers toutes ces années, il y a aussi les États-Unis et ce step qu'on n'arrive pas à franchir finalement nous en France. Est-ce que les Américains sont un peu le plafond de verre pour nous, Français, moi j'ai envie de dire pour tout le monde aussi dans le monde du basket? Est-ce qu'on va arriver, on l'a vu avec la finale des JO dernièrement, est-ce qu'on va arriver enfin à passer au-dessus, tu crois? Je crois, oui, je crois qu'on progresse, je crois que le monde progresse. Je crois qu'on a moins peur, c'est les collègues du bureau. Il faut se rappeler que nous, en 2000, quand on fait la finale contre les États-Unis, c'est nos idoles. Sauf Kevin Garnett. Mais sinon, c'était nos idoles. On l'embrasse. Et on avait des posters dans notre chambre. Quand on voit la finale de 2024, c'est les collègues de bureau. Ouais, qui jouent avec eux. C'est complètement différent, en fait. L'approche est différente, donc ça continue à progresser. Il faut se rappeler aussi qu'ils ont envoyé les Avengers. Et que ces Avengers-là, ils ont 72 ans. Dont un certain Stephen Curry. Ouais, lui, il faut qu'il arrête, complètement. Il nous a massacrés. Ah bah oui. Il nous a massacrés. Enfin, il a massacré les Serbes en demi. Oui, c'est ça. Il a massacré, pas que nous, voilà. Il faut se dire que cette génération. Oui, t'as l'impression qu'ils en auront toujours des générations. Oui, mais cette génération incroyable, elle s'estompe un petit peu. Tu vois, c'est des mecs qui étaient capables de jouer en FIBA. C'est pas exactement les mêmes règles, c'est pas les mêmes conditions. Je demande à voir. Tu vois, Anthony Edwards, par exemple, qui est un joueur fantastique, je trouve quand même beaucoup moins performant en jeu FIBA. Donc c'est des équipes qui, si on trouve des moyens techniques et tactiques, on va pouvoir encore plus les embêter. Oui. Ok, donc il y a moyen de... il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Bon, on va parler un petit peu plus de toi maintenant, précisément, de l'homme que tu es, parce que sur la 4e de couverture de ton livre, tu dis « Je suis fier de ma carrière, mais j'aurais aimé aussi être fier de moi en tant qu'homme, car j'ai été faible. » Pourquoi tu dis ça? C'est dur quand même comme... non, parce que, non, en fait, encore une fois, Sacha ne reconnaît pas ça, mais je dis la vérité, moi. J'ai été faible, j'ai eu un problème avec mon fils autiste et j'ai pas réussi à le supporter, j'ai pas réussi à passer outre ça. J'ai tenté de me suicider, concrètement, on va pas se mentir, parce que je n'arrivais pas à l'accepter. Donc si c'est pas un aveu de faiblesse, je sais pas ce que c'est. Alors ça, c'est la façon dont toi, tu transcris les choses. Ton fils Enzo, donc, qui est né en 2002, déjà, qu'est-ce que ça représente pour toi quand il vient au monde? Parce que tu parlais de ta volonté, quand tu étais petit, de rendre fier ton papa aussi. On sent que cette relation filiale, elle était importante pour toi. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? En fait, j'ai toujours entendu que les mamans disaient « on est né pour être maman ». Sauf que moi, je pense que je suis né pour être papa. Ok. Et c'est ce que j'attendais le plus au monde, en fait. Parce que quand tu es déraciné aussi rapidement, je suis parti à 13 ans de chez moi, quand tu es déraciné aussi rapidement, tu as envie de créer autre chose, tu as envie d'avoir une famille, tu as envie de... Et un fils, je suis italien, un fils, forcément. Donc le premier, tu te dis, ce qui est ridicule, parce que depuis j'ai des filles, et je suis tout aussi ravi, mais sur le coup, tu te dis, je suis italien, un garçon, la transmission, il va peut-être jouer au basket, on commence à se faire des films. Et puis d'un seul coup, ton rêve est arrêté et c'est dur. Qu'est-ce qui se passe justement, parce que tu t'as évoqué du coup l'autisme de ton fils. À quel âge il a quand vous apprenez? On le voit là, ton fils Enzo, qui est beau comme tout. Comment vous l'apprenez justement à ce moment-là et quel choc ça a dans ta vie? Moi, ça a été un choc énorme parce que en fait, dès que j'arrive à Bilbao, je dis que j'ai un enfant.
Donc on me contacte du collège français en me disant bah, viens l'inscrire chez nous, on a un collège français, ce sera peut-être plus simple si un jour vous repartez, ce qui était évidemment tout à fait logique. Donc je l'amène et mon fils parlait à partir de 12 mois, parlait déjà. Donc pour moi c'était un génie. Et donc je le mets dans la classe et au bout d'un moment la maîtresse me voit et me dit j'aimerais bien que vous alliez voir quelqu'un quand même, je trouve que Enzo a des comportements bizarres. Donc évidemment, tu me connais, mec posé, intelligent, calme, je dis qu'est-ce qu'elle comprend, cette débile. Parce que toi, tu t'avais jamais remarqué quoi que ce soit. Mais non, en fait, tu peux pas le remarquer tant qu'il n'a pas de relation avec des enfants de son âge. Moi, j'avais mes relations, il avait ses trucs. Oui, tu pouvais dire qu'il était omnubilé, par exemple, par les DVD, mais tu dis, bah, c'est un enfant de 3 ans. Oui, tu vois, c'est difficile de pas voir. Très grave. Et finalement, on va voir quelqu'un. Sa maman, Célia, dit, on va voir quelqu'un. Donc, on va voir quelqu'un, on prend rendez-vous. Et Enzo, bien sûr, commence à crier, sauter, comme il fait d'habitude. On rentre dans la salle où il nous reçoit. Le médecin nous regarde, il dit il est autiste, vous n'aurez jamais de descendance, et ça, c'est pas une maladie, c'est un handicap, donc c'est à vie. C'est 150 balles. Oh, froidement comme ça. Alors j'exagère à peine. Ok. Et là, je sais plus. Est-ce que tu comprends tout de suite la portée de ces mots? Est-ce que tu avais déjà entendu parler d'autisme? Parce que tout le monde ne sait pas non plus ce que c'est. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Alors moi j'avais cherché un petit peu, parce que encore une fois la maîtresse nous avait dit des trucs, donc j'avais cherché 2-3 trucs, mais tu sais comment ça se passe, quand tu cherches sur internet, parfois tu vois des trucs complètement débiles, tu vois. Ouais. Et donc je voyais à peu près ce que c'était, mais effectivement, à cette époque-là, je ne savais pas exactement ce que c'était. Mais quand le mec te dit ça, concrètement, ça a duré 10 minutes. Hein. Je te dis, je schématise. On est bien vraiment. Dans l'empathie, tout ça, voilà. c'est bien. Et donc on descend avec sa maman, et là, elle me dit, bon, bah, je retourne à l'appart. Je dis, ok, on faisait tout à pied à Bilbao. Je dis, bah, moi, je vais à la salle, et je marche, et je ne me rappelle plus ce trajet, en fait. Ce trajet, pour moi, a disparu. Parce que tu as déconnecté. J'ai déconnecté complètement, et ce que je dis pendant longtemps, c'est que je suis mort ce jour-là. En fait, j'étais un zombie, j'avais plus rien, en fait. Mais pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu projettes à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu vis mal Tu sais, en fait, il paraît qu'on a la projection de l'enfant parfait. Ah, d'accord. Et donc, tu as un enfant qui a une vie normale, qui a des enfants, qui te devient. En fait, moi, je m'imaginais grand-père déjà. Ouais. Et d'un seul coup, le mec te dit, bah non, en fait. Tous les plans de vie que tu as. Donc, c'est tout qui s'écroule d'un coup. Tout s'écroule. Et comme je te disais, moi, tout ce que je faisais, je le faisais beaucoup pour transmettre. Mais transmettre à qui, du coup? Et là, je suis mort vraiment ce jour-là. Ouais, on sent que le sens que tu avais donné à ta vie, tu le perds en fait à ce moment-là, clairement. Et là, ça part en cacahuète, vraiment. Ouais, descente là, mais ça part en cacahuète. Parce que quoi, tu t'en veux, il y a une culpabilité. Il y a un peu de tout. Il y a la culpabilité, évidemment, parce que il y a bien sûr des gens intelligents qui disent que ça vient du père. D'autres qui disent que ça vient de la mère. Est transmis par le... Oui, mais on a entendu de tout, hein, avec sa maman, qui est beaucoup plus forte que moi d'ailleurs. Et on a entendu de tout. Ça a été une catastrophe. Et le sens de ma vie, c'était quoi finalement? J'avais plus envie de me lever le matin en fait. Ton fils était là pourtant, tu vois. Oui, mais il ne comprenait pas. En fait, il était là sans être là. Enzo, il faut se rendre compte que c'est un autisme sévère et que on n'a pas beaucoup d'interactions. Donc tu te dis, mais qui, en fait, quand j'ai eu un enfant, je me dis, ce sera mon enfant, je serai grand-père grâce à lui, mais ça va devenir mon meilleur pote surtout. Oui, tu avais projeté énormément de choses avec lui. Et là, d'un seul coup, les mecs te disent, bah non, jamais de la vie. Ta vie, ce sera de la merde. Ouais, alors... Non, mais en gros, c'est ce qui t'explique. Ce sera pas ce que tu as projeté. Non, je dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est ce qu'ils te disent. Qu'en gros, tu pourras juste t'occuper de lui et ça sera un légume, en gros. Ce qui n'est pas vrai du tout. Enzo est pas du tout comme ça. Mais c'est ce qu'ils te vendent. Fred, et là, c'est chaud. C'était une des premières fois où tu te projetais vraiment justement avec ton fils, parce que par rapport à ce que tu disais au passé, c'était pas trop le cas en général. Je comprends pas ta question, Sacha. Qu'est-ce que quand tu savais que tu allais avoir un enfant, tu parlais de cette projection, que tu allais faire plein de choses avec lui. Ah bah oui. C'est pas dans ton état d'esprit de base en tant qu'homme avant ça. C'est vrai. Non mais c'est vrai. En fait, c'est pour ça que en préambule, j'ai dit, moi j'étais né pour être père en fait. Parce que le vrai sens de ma vie, c'est ça. T'avais tout projeté là-dessus. Franchement, pousser un ballon dans un panier, c'est quoi l'intérêt vraiment? Réellement, quand tu te poses. Oui, c'est cool, tu t'amuses, tu passes des bons moments. C'est un accomplissement comme un autre, mais c'est sûr que c'est pas à la hauteur de... C'est rien du tout. En fait, on est là pour... chacun a son but dans la vie. Et mon but, moi, c'était d'avoir une descendance, de profiter, de lui apprendre toutes les choses que mon papa m'avait apprises.
voilà, cette transmission, pour moi, c'était important. Le reste, encore une fois, C'était un peu franchement, quand tu te poses, le reste n'a pas beaucoup d'importance. de faire un double-double dans un match, non? Franchement, Non, je sais pas vraiment. Tu vois, Non, mais tu parles de cette descente aux enfers qui suit derrière. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu sombres psychologiquement? Tu te détaches de ton fils? Comment tu vis les choses? J'ai voulu arrêter ma vie. Parce que tu n'avais plus de sens? Parce qu'il n'y avait plus de sens. En fait, je ne trouvais plus de sens. J'ai commencé à boire, alors je ne bois pas d'alcool, j'aime pas ça. J'étais défoncé tout le temps, j'arrivais en retard à l'entraînement. Je disais, Florent, on se connaît, moi les horaires c'est un truc qui me stresse et ça me rend même malade. J'arrivais en retard à l'entraînement, j'étais pas en forme physique, j'ai rien fait pendant l'été, j'avais pris 20 kilos, parce que malheureusement j'ai cette tendance en plus. Plus rien n'avait de sens en fait, plus rien n'était important. Se battre pour quoi? Pour qui? Donc j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et tu as eu un déclic à un moment qui a fait que les choses se sont inversées ou que tu as vu les choses différemment? Est-ce que tu as réussi justement, même si elle est différente de ce que tu avais projeté, mais à créer une relation avec ton fils? En fait, tout est parti du fait que j'ai tenté de me suicider pour la deuxième fois et que j'ai pas réussi. Et je me suis dit, de toute façon, t'es même pas doué pour ça, donc autant que tu essayes de remonter la pente un petit peu. Et je me suis dit, Enzo est là, c'est pas de sa faute, il a rien fait lui. T'es juste un gros con, donc essaye au moins de t'occuper de ton fils. T'as des mots très durs quand même envers toi-même. Hein? Non, mais depuis le début, tu m'as dit d'être sincère. Moi, je suis sincère. Non, mais j'analyse, je me dis que c'est quand même des mots très très durs. C'est des mots durs, mais concrètement, quand tu analyses la situation, tu peux que me donner raison en fait. Parce que là aujourd'hui, tu te regardes, c'est comme si tu te regardais toi, comment tu as agi avant et que tu juges la personne que tu étais à ce moment-là. Mais quelqu'un qui aurait fait ça, j'aurais dit la même chose de lui. Ouais. Donc pourquoi je serais plus clément avec moi? Au contraire, je devrais être plus dur en me disant pourquoi tu sais que c'est pas bien, tu l'as fait quand même. C'est un peu triste. T'as des regrets justement par rapport à ça? Oui, plein. Mais Enzo m'a apporté tellement de choses. C'est-à-dire que, tu vois, le fait de ne pas être matérialiste, c'est Enzo. Moi, avant, je changeais de téléphone tout le temps, tous les mois, enfin, tu vois. Ne me dis pas que tu avais 3 voitures. J'avais acheté un Hummer. Oh non, t'es sérieux? Oui, mais bien en sûr. même temps, seule voiture à ta taille. Oui, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est complètement ridicule. Ouais. Là, j'ai une voiture, je sais même pas la marque que c'est, je sais pas ce que c'est. C'est parce qu'elle a de l'importance, ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes en fait. Le handicap de ton fils, mine de rien, c'est ce qui va aussi te mener à l'un des plus gros accomplissements de ta vie aussi, le Big Camp que tu as créé justement. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça a lieu tous les ans. Hein. Ça a lieu tous les ans. Ça a été un peu dur parce que c'était mon papa qui était le président de l'association. Parce qu'il voulait rentrer dans ça, etc. Et donc depuis qu'on a perdu mon papa, c'est un peu plus dur. Mais concrètement, on a parlé avec sa maman, avec la maman d'Enzo, Célia. Et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la cause. Je dis c'est assez simple, je sais rien faire de ma vie moi. Donc on va faire du basket, c'est le seul truc que je connaisse à peu près. Et on a commencé à se dire qu'on allait créer un camp de basket l'été et que les bénéfices seraient reversés à des associations, à des gens qui en ont besoin, etc. Et donc c'est ce qu'on a créé. Donc s'il y a des jeunes là qui nous regardent et qui ont envie de faire un petit peu de basket cet été, ils ont juste à s'inscrire. C'est à Limoges? Alors non, on est partout. Et on a des spots plutôt sympas, on a été à la Baule, on cherche des spots à la Baule, on a été un peu partout. Là je cherche encore le spot, parce que j'avoue que j'ai eu beaucoup de travail depuis les Jeux Olympiques. Mais par exemple on est à Moulins, on a un camp de basket là-bas et ça se passe très bien et on l'a pérennisé et on est content d'y aller à chaque fois. Voilà. En fait c'est notre façon à nous d'apporter une petite pierre à l'édifice. Encore une fois c'est une petite pierre, on n'a pas la prétention d'être quelque chose de grand et d'important, mais par exemple, tu vois, Enzo est dans un foyer de vie maintenant. Ok. Adapté. Et la salle de muscu, on a apporté des choses, nous. On a pu apporter des choses, on a payé des choses. On a aidé un voyage de personnes handicapées aussi sur Paris pour faire un aller-retour. On a donné de l'argent. Dès qu'on peut, on aide en fait. Ouais. C'est l'accomplissement aussi, ça c'est quelque chose dont tu es fier d'avoir réussi tout ça, parce que mine de rien, dans le livre, je le disais, tu as des mots assez durs envers toi-même, tu as une certaine vision de toi-même qui est pas très flatteuse. On sent que tu te sens pas forcément légitime dans tout ce que tu fais non plus. Ah mais ça, oui, mais ça bien sûr. Le syndrome de l'imposteur, ça s'appelle. Ouais. Oui, je l'ai tout le temps. Mais pourquoi ça vient d'où? Je sais pas. C'est naturel chez moi. Ah ouais. Après, on m'a jamais vraiment aidé à croire à l'inverse. Hein. Tu sais, quand je suis arrivé ici, moi quand tu travailles à la télé, à la radio, il faut être coopté. Et je ne l'étais pas. Moi, je ne suis pas le pote des puissants parce qu'ils sont puissants, en fait. Je ne peux pas faire ça.
c'est mentir. Donc à chaque fois, il a fallu que je prouve tout le temps pour travailler à la télé. La première fois, j'ai fait 3 essais alors que d'autres sont arrivés comme ça, comme des fleurs. Ça m'a pas aidé non plus à pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Et quand on me demande de parler de plein de sports différents, je me pose des questions aussi. Tu te sens pas légitime Même si je travaille beaucoup, et ça tout le monde te le dira, tu peux pas rattraper autant d'années où j'ai pas suivi, donc, comme ça d'un claquement de doigts. Donc oui, parfois j'ai ce syndrome, mais je le fais quand même, parce que je suis comédien aussi. Mais tu sais quoi, on va en parler quand même un petit peu de cette vie de comédien, parce que moi, ça m'intrigue pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Tu as réussi à franchir ce pas-là. Alors, comment on passe d'un basketteur renommé à un acteur qui va défiler sur les marches du Festival de Cannes? Mais l'histoire est folle. Quel est le step entre les deux, là? L'histoire est folle. En fait, j'ai un compte Instagram que je ne maîtrise pas. Alors, tu sais quoi, pour préparer cette émission, j'y suis allée. Je pense qu'effectivement, Sacha a 2-3 cours de community manager à te filer. Non, mais Sacha, je l'adore et j'ai besoin de lui parce qu'il connaît ça. Mais je suis vraiment nul parce que ça m'intéresse pas, parce que ça me fait rire. Et encore, à l'époque, quand Laurent Salvaudon travaillait ici, moi, il m'a dit, Fred, tu arrêtes de mettre des conneries parce que je mettais trop de conneries. Ah ouais. Il m'a dit, Fred, c'est pas possible. Donc Laurent Salvaudon est venu m'engueuler au début pour te dire à quel point je maîtrise pas. Donc je maîtrise tellement pas que c'est quelqu'un qui m'a créé. Et il a mis mon numéro de téléphone. Et pour le casting de ce film, sur la bio Instagram. Ouais. Ok. Et je savais même pas qu'on pouvait le mettre ou l'enlever. Et en fait, on m'a appelé grâce à ça. Parce qu'on cherchait quelqu'un de très grand, on a cherché quelqu'un dans le basket, qui était de type caucasien. Ça tombait bien pour moi. Et on m'a appelé, on m'a proposé de faire un casting. Moi, j'adore les challenges. Donc, est-ce que tu t'es senti légitime justement dans ce rôle-là? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ça qui est intéressant. J'avais peur. Ouais. Et la peur, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Parce que c'est là que tu te transcendes en fait. Ouais. Et il faut quand même se dire que pendant le film qui a un budget entre 15 et 17 millions, à un moment, le réalisateur, Fred Tellier, qui est un mec extraordinaire, qui vient me voir et me dit, Fred, je t'explique, là il y a 150 figurants et on attend tous sur toi. Donc tu te concentres, quand tu es prêt, tu y vas. Pas de pression. Hein. Et là, c'est la vraie pression en fait. Et là, j'ai eu peur. Mais c'est pas génial d'avoir peur. Tu as eu peur parce qu'avant cette émission, tu m'as dit je n'ai jamais peur. Non, mais. Mais t'as peur quand il y a les autres autour, quand ça ne te concerne pas que toi. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est pour les autres que j'avais peur. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais D'accord, la responsabilité. D'être celui qui pourrait tout planter alors que les autres, ils ont été trop bien. T'sais. Exactement. J'ai l'impression que tu connais bien ce sentiment, Sacha. Oui, c'est ma spécialité. Non, mais c'est vrai. Et tu vois, ma première scène de dialogue, j'en ai pas beaucoup, et ben j'ai parlé sur quelqu'un d'autre. Et j'étais pas bien du tout. Je me suis dit, mince, on va être obligé de recommencer la scène, ce qu'on a été obligé de faire évidemment. Mais t'imagines là, mon syndrome de l'imposteur, il était au paroxysme. Mais en même temps, quelle expérience incroyable. Tu vas à Cannes. Oui, t'as gravi les marches du Festival de Cannes. Ouais, première fois que je t'ai vu avec un costume et une cravate. Oui, moi aussi. Une chemise. Il a mis une chemise. J'avais une chemise, j'avais un nœud pape. Un truc de fou. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, et on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais avec toutes les accusations qui sont sorties sur l'abbé Pierre, comment tu l'as vécu justement ça, toi? Est-ce que ça t'a mis mal à l'aise? Est-ce qu'il y a un sentiment de honte d'avoir participé à ce projet? C'était affreux. Alors moi, je l'ai mal vécu pour moi, évidemment, parce que c'est pas ce que j'ai envie d'être associé à cette image-là. J'ai pas envie d'être associé à ça, évidemment. Mais j'ai pensé à Benjamin Laverne, qui avait fait un travail tellement incroyable. L'acteur qui interprète l'abbé Pierre. Exactement. Et j'imaginais comment il se sentait. Je lui ai envoyé un message tout de suite. Il m'a dit, Fred, merci, parce qu'en ce moment, ça va pas. Heureusement qu'il y a d'autres projets qui sont arrivés tout de suite après. Je pensais à Fred Tellier, qui a travaillé pendant des années sur le film. Et je me dis, mais comment c'est... Ces mecs sont des mecs super en plus, vraiment. Tu vois, moi on m'a dit, dans le cinéma, c'est tous des branleurs, ils se la racontent tous et tout ça. Mais pas du tout. Fred Tellier, il mangeait avec nous, il discutait, il rigolait, il me guidait. Tu vois, il savait que j'étais nul. Et pourtant, il était à côté de moi, il m'encourageait. Des mecs super. Et je me dis, c'est pas possible, ils méritent pas ça en fait. Ouais, d'en arriver jusque-là, c'est compliqué. Aujourd'hui, on parlait un petit peu de ta carapace tout à l'heure et tout, etc. Moi, la sensation que j'ai, c'est que tu t'es créé un petit peu à cette image de ce personnage, ce côté un peu râleur que tu peux avoir parfois, etc. Est-ce que, je vais faire un parallèle qui va peut-être pas te plaire, tu pourrais devenir le Daniel Riolo du basket à ce rythme-là? Non, parce que j'ai joué au basket. D'accord. Okay. Non mais déjà par rapport à ça, j'ai une légitimité qu'il ne peut pas avoir. C'était dans le côté personnage. Mais c'est vrai que je me suis créé ce personnage, oui, clairement. Ouais. Je suis bougon. On en parle avec Sacha de temps en temps. Il me dit, ne sois pas bougon, t'es un mec sympa. Pourquoi tu veux faire le mec bougon? Je me protège comme ça, en fait. Mais parce que tu préfères être détesté que... Je préfère être détesté que passer pour un con. Ouais. Ok. Je préfère qu'on me respecte en disant, ouh,
on va pas emmerder Fred parce qu'on sait jamais ce qu'il peut faire. Ouais. Plutôt que de se dire, ce paillasson là, on fait ce qu'on veut. Non, il n'y a pas moyen. L'ego, toujours. L'ego. L'ego, toujours est là. Dans ton livre, tu as une phrase très dure où tu dis « Le Frédéric Weiss actuel a honte du Frédéric Weiss de l'époque ». Moi, j'ai plus envie de te demander si le Frédéric Weiss actuel est fier de ce qu'il est aujourd'hui. Non. Toujours pas. Mais pas de fierté à avoir. Ben, je fais rien Tu pourrais d'extraordinaire. être fier de ton rôle de père. On parlait d'Enzo, mais tu as eu 2 autres filles aussi depuis. Tu pourrais être fier de j'ai la pas- famille que tu as construite. Non, c'est les mamans de mes enfants qui sont des femmes extraordinaires. J'ai beaucoup de chance. Et moi, je fais rien d'extraordinaire dans la vie. Hein. Bah, Vraiment. tu peux être fier d'avoir fait des choses qu'il n'y a pas d'autres êtres humains qui ont fait. Ah, Ta si carrière de j'ai une basketteur, fierté par rapport à ça, Sacha, je vais rebondir. Si j'ai une fierté, c'est d'avoir eu le courage de tenter. Ça, oui. Mais le reste. ça part de ça. Et puis tu es aussi dans le monde des consultants aussi. Tu peux être fier d'être Mais aucune celui fierté. qui connaît bien le basket et qui le transmet aux gens. Tu vois, c'est pas des choses anodines. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ben, pour moi, c'est pas une fierté. Moi, c'est mon boulot, quoi. J'essaie de le faire au mieux parce que j'ai de l'ego. C'est ta Encore une fois. responsabilité. Mais tu peux être aussi fier, même si c'est ton boulot, on peut être fier de ce qu'on réalise. Flora, on va se dire la vérité. Je vais pas y arriver à Je te le trouve que dire. c'est très triste un mec qui est fier de ce qu'il fait. Ah non. Moi, je trouve Je suis pas d'accord avec Ouais, toi. oui, mais on peut ne pas être d'accord, Ouais. Flora. Mais mon opinion, c'est un mec qui est fier de ce qu'il fait, c'est triste. Pourquoi? Mais parce que déjà, il travaille moins. Parce Non, qu'il se la pas raconte. forcément. Tu Et- peux te fixer d'autres objectifs Et derrière. concrètement, j'ai sauvé aucune vie. Oui, J'ai pas fait des vrais d'accord. trucs importants dans la vie. Je suis Mais pas. t'as fait rêver des gens, et ça a pas de prix non plus. Ouais, je sais pas. Franchement, je si. sais pas si. Honnêtement, quand les gens viennent me voir en me disant que j'étais jeune, j'adorais vous voir jouer, Bah ça me ouais. fait plaisir, j'avoue. Bien sûr. Mais j'y crois pas en fait. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'ils me le disent par politesse. C'est en disant. Parce que tu n'es pas légitime, encore une fois. Ben, peut-être. Je vais ouvrir un cabinet de psychologie. Je vais Mais t'inviter, franchement, hein. quand je suis arrivé ici, je croyais que c'était un cabinet. Hein. J'ai sorti les 50 balles. Hein. C'est vrai? Ouais. Bon, ça on verra après. On verra après. C'est Bon, bien merci. plus cher, Fred. Ah bon, pardon. Oui, Sacha, il passe régulièrement. C'est Oui, pour ça. oui, c'est pour ça que lui, il sait. Merci beaucoup, mon Merci Fred, beaucoup. d'avoir été avec nous dans la sauce. Ça va? On t'a pas trop cuisiné Non, impeccable. Non, Tranquille. c'est bien passé, tu vois. J'espère que tu payes un café après, mais sinon ça va. Bon, allez, peut-être. On va demander à la production Ouais, c'est ça. richissime de cette Richissime. émission de payer un petit café. Quand on aura payé le salaire de Sacha, parce que ça nous prend Ah ben, pas ça mal. rend plus de tout. Ouais. Merci, Sacha. Merci Sacha. Merci à vous. Merci, Fred. Merci beaucoup, Merci. mon Fred. Jusque-là, jusque-là, ça va. Le livre est juste derrière. Vous pouvez lire. Ça se lit très, très vite. Moi, je l'ai lu en 2 heures à peine parce qu'on apprend plein de choses sur toi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Dans la Sauce, à la chaîne YouTube de RMC Sport, évidemment. On Bien se sûr. retrouve toutes les semaines. Et puis, la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis, les commentaires. Si vous voulez nous dire qui vous voulez voir dans ce fauteuil la prochaine fois. 2,30 m peut-être. On va essayer de grimper connais pas encore beaucoup, un hein. peu plus. N'hésitez pas à nous dire. Et puis, nous, on se retrouve très vite. Ciao.